Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. On est sur l'épisode numéro 8 et aujourd'hui on a Patrick qui est avec nous. Salut. Salut Patrick. Et on va parler de SEO avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut Patrick, salut Alex. Et du coup, en tant que dev, on est toujours plus ou moins obligé de passer par cette phase de SEO, même si à titre perso, on va dire que ça fait quasiment 2 ans que je fais que de l'applicatif. Et donc, on balaye directement toutes les problématiques SEO. Néanmoins, dès qu'on veut faire un site internet, aujourd'hui, on est obligé de penser du SEO tout de suite. Et c'est ce que on va aborder dans ce nouvel épisode. Du coup, juste pour commencer, à la limite, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, de savoir d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, et puis après, on enchaînera directement. Ça te va? Ouais, bien sûr, ça marche. Allez, c'est parti. Mais du coup, je m'appelle Nicolas Baldi et ça va faire bientôt 3 ans aujourd'hui que je travaille en freelance, donc dans le domaine du SEO, de la création de contenu et aussi des réseaux sociaux. Et du coup, en fait, c'est un parcours que j'avais déjà entamé avant, mais sous la forme du salariat plutôt. Donc Ok. là, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, voilà, on va parler un petit peu de SEO. Et je vais laisser la parole à Alex pour la suite. Yes. Et parfait. Du coup, ouais, t'étais salarié. Après, tu t'es mis en free. Et du coup, t'as pu voir un peu toute l'évolution, avec toute la problématique Google et la complexification du métier. Parce que je pense que quand on a commencé, je pense dans les années 2000, c'était vachement super facile de se positionner parce qu'il y avait très peu de concurrence. Aujourd'hui, le SEO est devenu de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de sites. Google est de plus en plus, on va dire, picky un petit peu sur les best practices. À la limite, est-ce qu'on peut peut-être commencer par ça pour nous dire aujourd'hui le must-have, les choses qu'il faut absolument faire dans son site internet en 2020, ça serait quoi? Alors, ouais, du coup, en effet, je te confirme que les codes ont pas mal évolué, pardon. Il y a quelque chose de rassurant après dans le SEO, c'est que souvent les bases restent les mêmes, en fait. Ok. Euh, les bases, on les évoquera peut-être un peu plus tard, du coup. Là, pour parler des best practices en 2020, ce qui est vraiment important et qui sort du lot un petit peu, il y a quelques points qui me viennent à l'esprit, et notamment quelque chose qui est très important, c'est tout ce qui est les featured snippets et la position 0. Donc ça, pour vous montrer un exemple un peu concret, Ouais, parce euh, qu'en fait, ça me parle pas du tout, les snippets, enfin, ouais, les snippets de code à la limite, la position 0, tout ça. Ouais, tu peux hmm, détailler un petit peu tout ça? ouais, bien sûr. Alors la position 0, c'est assez simple. Quand vous tapez une question, par exemple, prenons un truc au hasard, comment est-ce que je peux monter des blancs d'œufs en neige, par exemple, une question un peu typique, voilà, qu'on va souvent retrouver dans un domaine précis. Parfois, Google va vous proposer en fait des résultats à l'intérieur de la page des résultats. C'est-à-dire qu'il va vous proposer en fait la réponse à la question sans même avoir à cliquer sur un site web. OK. Ouais, Donc, Ouais, c'est pour d'accord. ça qu'on ouais. appelle la Ouais, position Je- 0 parce que c'est réponse à la question directement dans la page des résultats, sans qu'on ait même à ouvrir le site web, la réponse est déjà dépliée. Mais du coup, OK, ça ouais, vas-y ouais, Patrick. du coup, quand tu te retrouves, parce que j'ai déjà eu effectivement des réponses, surtout à des recettes de cuisine ou des choses comme ça. Et du coup, c'est sympa d'être en snippet, mais du coup, les gens ne cliquent pas sur ton site en fait. Donc, tu es en première position, mais finalement, les gens, ils ont déjà la réponse, donc ils vont pas visiter ton site. Donc, c'est C'est pas. vrai. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est bon. Enfin, c'est ce que j'avais remarqué en tout cas avec ces trucs-là. Il y a un double tranchant, en effet, que tu as très bien souligné, Patrick, c'est que les gens vont pas profiter de ton univers, de ton image de marque, ils vont même pas cliquer sur ton site la plupart du temps. L'avantage que ça a, par contre, c'est que il y a quand même une certaine partie des gens qui vont vouloir aller plus loin, qui vont cliquer sur ton site. En fait, on va dire que l'avantage que ça va te donner, la position 0, c'est que s'il y a clic, il sera a priori pour toi, pour ton site. Ah oui, oui, oui. Ok. Ouais, après, OK.
Donc ça, en fait, c'est la position zéro. Ouais, moi, je connais pas trop cuisine, tout ça. Par contre, c'est sur les... Je me rappelle des lyrics, tu sais, quand tu viens chercher des paroles de chansons, machin, il te le trouve directement et il te le met à l'intérieur, quoi. Donc, t'as même pas Ouais. à cliquer sur le site. Mais personnellement, enfin, je vais même pas cliquer sur le site, quoi. J'ai l'info, donc... et ça, c'est un intérêt, on va dire, commercial, marchand, d'être en position zéro ou pas toujours, justement? Bah, comme l'a bien souligné Patrick, en fait, il y a vraiment cet effet double tranchant. Après, moi, je pense que ça reste quand même positif parce que de toute façon, si vous êtes en position zéro, il y a de fortes chances pour que les gens aillent pas cliquer en deuxième ou troisième ou quatrième position. C'est quand même vous qui avez la visibilité, une bonne partie des clics. Donc, Ok. au niveau intérêt marchand, en fait, ça va forcément se traduire par plus de visites, plus de conversions, à savoir après que la plupart des sites qui se retrouvent en position zéro sont pas des sites marchands, c'est plutôt des sites qui font de l'édito avec de la réponse à des questions. Ouais, ça Ok. ça offre un peu Et, une notoriété en fait, enfin je pense que parce que il me semble qu'il y a l'adresse du site, toujours indiquée dessous, un truc comme ça. Je pense que c'est Exactement. aussi une sorte d'image de qualité. Après, peut-être les gens, bah, inconsciemment, ils vont voir le nom du site et puis derrière le site va revenir dans leur tête ou des choses comme ça. Ça leur donne peut-être, une notion de qualité de contenu pour, ce site-là, quoi, je sais pas. Ouais, c'est un peu particulier. C'est une et, notion de et par notoriété un contre, peu, en effet. Ouais. et par contre, pour atteindre cette position zéro, c'est compliqué ou il faut faire un gros travail ou au final, parfois, il faut peut-être mieux être en position un ou 2 ou, mais bon, c'est peut-être hyper... Enfin, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place pour atteindre cette fameuse position zéro? Eh ben oui, tout à fait, il y a des actions à mettre en place. Après, pour répondre à ta question, il y a un principe de base sur Google, c'est que on maîtrise rien. Ok, Tous les spécialistes SEO te le diront, en fait, on peut faire des efforts dans un sens, mais on n'a pas la certitude que ça va déboucher sur le résultat, parce que aujourd'hui, c'est Google qui fait un petit peu sa loi et qui va décider de mettre tel site en première position, tel site en deuxième, ou encore une position zéro. Mais les règles du jeu sont connues, mais elles restent assez floues, on va dire. On n'a jamais vraiment de certitude du résultat des efforts qu'on va fournir. Et dans le cas de la oui, position zéro, la marche à suivre, je vais vous la donner en fait. La marche à suivre est la suivante. C'est un pilier un peu de la création de contenu. Pour être vu, il faut arriver en fait à trouver une question qui est très attendue, dont la réponse est importante et recherchée par beaucoup de gens. Même si la réponse n'est pas un secret bien gardé, typiquement comment ouais, monter ses blancs d'œufs en neige, voilà, c'est pas un secret très bien gardé. Mais voilà, il faut trouver cette question qui est très connue. Ça peut être aussi quelque chose de tout bête, mais comme comment vidanger sa voiture, par exemple. Comment trouver tel outil sur le web qui est gratuit. Voilà, c'est vraiment des questions en fait qui vont apporter une vraie valeur ajoutée à l'internaute. Et il faut arriver à y répondre de manière la plus pertinente, la plus intéressante possible. Forcément en prenant en compte l'utilisation des mots-clés, en fait, puisque aujourd'hui, pour apparaître sur une requête, il faut en fait utiliser le mot-clé cible de la requête. Et après, ok. c'est Google qui choisira ou non de vous mettre en position zéro. Ça, c'est un peu plus opaque. Et pour avoir discuté un peu avec des gars qui faisaient du SEO, alors ça date un petit peu, mais ils me parlaient de cocon sémantique, tout ça. Ça, c'est des choses qui sont encore d'actualité ou plus du tout, ou ça a évolué vers quelque chose d'autre? Le cocon sémantique, il existe toujours en fait. Ça a été pendant très longtemps un principe de base en SEO et je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Euh, Maintenant, il est parfois un peu plus décrié parce que le cocon sémantique, il peut contrevenir en fait au côté naturel du contenu. Quand je rédige un contenu aujourd'hui en 2020, il faut vraiment rédiger pour l'internaute. Il faut pas chercher à faire des formulations de phrases alambiquées, à venir incruster du keyword volontairement et de manière un peu forcée. Il faut vraiment prioriser une belle rédaction dans la mesure du possible et bah, je dirais aussi essayer d'apporter une valeur ajoutée à l'internaute. Et du coup, le cocon sémantique, parfois, il est un petit peu en opposition à ça parce qu'il voulait justement qu'on utilise un cocon de mots-clés dans un texte. Ok.
Donc, Donc en fait, on se recentre, la tendance en fait est qu'on se recentre sur le user et on met en avant la valeur perçue par l'utilisateur final avant tout, quoi. Donc en clair, on écrit. Est-ce qu'on va refaire une petite passe, on va dire, sur un workflow classique de SEO? Ça serait quoi? Ça serait j'écris pour mon utilisateur. Après, j'essaye de modeler un petit peu pour un moteur de recherche. Enfin, c'est quoi on va dire, un bon workflow de SEO, c'est quoi? bah, je pense que pour essayer de trouver le juste milieu un peu entre la belle rédaction naturelle et le côté SEO, puisque clairement il faut concilier les deux, on peut pas aller à fond dans l'un ou dans l'autre. Euh, il faut déjà à la base faire une liste de mots-clés pour un article, puisque ton article à la base, il part quand même souvent avec une intention SEO en disant je veux me positionner sur une requête. Euh, ou alors c'est pas le cas, mais il faut quand même faire cette recherche de mots-clés, se dire par exemple voilà, mon article, je veux le positionner sur ces 3 mots-clés principaux qui ont un fort volume de recherche et aussi cibler par exemple 2 ou 3 mots-clés qui sont importants mais qui sont plutôt secondaires parce que moins de volume de recherche, parce qu'ils sont un petit peu à côté du sujet principal, ils gravitent autour, on va dire. Donc déjà commencer par faire une petite liste de mots-clés, de quelques mots-clés, c'est largement suffisant. Il ne faut pas en étaler 10 ou 15 parce que sinon on va avoir du mal à les incruster dans le contenu. Quand Et tu après, dis quelques, c'est quoi? 3, 4, 5? en général, ouais, ça va être en dessous de 5. Ok. En dessous de 5 parce qu'après, on va, encore une fois, on va venir empêcher le côté naturel de la rédaction de se faire et c'est Mmh. dommage. Et c'est 5 mots-clés que tu vas répéter dans le texte avec des synonymes, tout ça? Ou comment tu fonctionnes après au niveau de ta rédaction, en fait? En fait, au niveau de la rédaction, les mots-clés, on va venir les répéter, oui, mais en essayant, encore une fois, de ne pas volontairement faire des tournures de phrases qui vont retourner à chaque fois vers ce mot-clé pour effectivement le répéter. On n'est pas obligé d'avoir une densité vraiment énorme pour réussir, ça dépend aussi de la longueur de l'article. Mais vraiment, voilà, il faut utiliser le mot-clé quelques fois dans l'article pour que quand même il puisse être positionné dessus. Mmh. Donc, pour rappel, hein, c'est comme ça qu'on positionne un article ou une page sur un mot-clé. Il faut quand même que le mot-clé se retrouve dans des endroits importants. Parmi ces endroits, on va citer l'URL, le, le title, le titre de page, les balises heading, donc H1, H2, H3, H4. Ça, c'est des endroits très importants pour le mot-clé principal. Jusqu'à H4? Jusqu'à H3, H4, on va dire. Ok. Et après, pareil, il faut pas que tous vos titres incluent le mot-clé principal si c'est de manière forcée. Si Ouais, votre ouais, H3 il doit parler de d'autres choses, par exemple, vous avez un article sur la vidange d'une voiture et que votre H3 il doit parler de filtre à huile, je dis n'importe quoi, faites-le, c'est pas grave. Il faut pas Ouais, forcément répéter de manière forcée le mot-clé. ouais, parce qu'après derrière si tu abuses un peu trop au niveau des répétitions, tu as peut-être l'effet inverse. Ça fait un peu, tu veux faire vraiment de l'indexing et du coup, il va te déclasser ou moins te tu pas un risque dans ce style-là, si tu abuses un peu trop sur les mots-clés? Il y a un risque en effet dans ce style-là, oui, c'est très juste. Après, c'est un risque en général qui, comment dire, il n'arrive pas si facilement que ça, Ouais, parce que Google en fait va pénaliser quand vous êtes dans un très fort degré ça s'appelle du keyword stuffing. ouais. Donc littéralement, je vais incruster plein de mots-clés dans mon texte de manière un petit peu sale et pas forcément user-oriented. Voilà, du coup, ça arrive, mais il faut vraiment passer dans des densités de mots-clés très élevées. Donc, en Ah général, OK. si vous Ouais, avez un tant il y a de soit la peu marge, de ouais. conscience en rédigeant, ça arrivera pas. Je vous rassure. D'accord. ok. Et du coup, Mais ta recherche de mots-clés, tu as des outils? Comment tu fonctionnes, en fait, quand tu décides d'écrire un article sur un sujet, tu passes par quoi? ouais, il y a plusieurs outils qui sont intéressants. En fait, avant de passer à l'outil, il y a déjà une petite réflexion perso à faire, je dirais. En fait, il faut essayer d'abord de voir un petit peu quel est le sujet principal de mon article, essayer de le délimiter, hein, tout simplement.
Et essayer ensuite de penser à qu'est-ce que l'internaute va taper pour trouver mon produit. Ça, c'est je dirais, le travail de réflexion de base, dans le sens où parfois vous allez appeler votre produit avec un tel nom, et l'internaute, lui, il va utiliser une dénomination qui est différente. OK. Ou alors, il va Ah, utiliser une question en comment. Comment est-ce que je peux faire ça pour trouver votre produit? Donc, essayez de se poser un petit peu des bases de réflexion par vous-même, comme ça. Et, euh, et après, en effet, les outils que je vais vous donner juste après, ils vont vous permettre de faire deux choses. Ça va être de trouver déjà des mots-clés. Ça s'appelle des keyword finder de manière générique. Et ils vont vous permettre de faire du bench aussi sur des sites concurrents, de savoir en fait sur quel site, sur quel mot-clé, excusez-moi, sur quel mot-clé ces sites sont positionnés. Et si vos concurrents le font, c'est que sans doute la recette est quand même bonne. en fait, tu es en train de dire qu'il faut, pour se positionner sur des requêtes, en fait, il faut répondre à une sorte de problème, en fait. C'est-à-dire que j'ai un souci, j'ai un besoin, je fais une requête et en fait, c'est trouver, quel est le besoin des gens et ce qu'ils vont taper, en fait, en gros. C'est ça. Alors la nature du besoin, souvent vous le connaissez parce que quand vous vendez un produit, vous êtes bien au courant de ce que votre client va rechercher. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant en SEO, c'est la formulation du besoin. Comment est-ce qu'on l'exprime? Mmh. Et du coup, en fait, ça se traduit en recherche clavier. C'est-à-dire qu'un internaute, quand il va taper le nom du produit, euh, il y a une idée en tête qui est bien précise. Et le vendeur du produit, peut-être qu'il n'a pas la même appellation pour son produit à lui, parce que le vendeur du produit, vous savez, il est dans son domaine technique, avec ses appellations, il n'a pas de recul en fait sur son produit. Hmm. Ouais, toute la difficulté, elle est par exemple sur du e-commerce. On est fan de café avec Patrick. Par exemple, on veut acheter du café en vrac. Euh, moi, je vais dire acheter, tu vois, acheter du café en vrac sur Internet. Donc, je vais sans doute achat, café, tu vois. Et comment je vais faire pour sortir? Parce que là, c'est une commande, enfin, on va dire, c'est une requête qui est hyper générique. Et du coup, si on tombe sur des pages produits qui sont hyper spécifiques, c'est compliqué, quoi. Donc, comment tu fais pour matcher en fait des requêtes génériques avec des produits plus ou moins spécifiques sans passer par une page intermédiaire qui serait en fait de l'information sur du café générique, tu vois, pour vendre du café, enfin ouais, sans mettre une page intermédiaire. C'est possible ça ou c'est difficile? Tu veux dire directement vers une page produit d'un produit donné? Ouais. Bah, ouais, après, moi, je me mets dans l'expérience ultime. Je tape achat grain de café en vrac et j'arrive directement sur le site avec les trois quatre cafés enfin, qui me proposent, que le e-commerce me propose et j'ai plus qu'à choisir mon café, quoi. Mais c'est une requête qui est hyper large, non? Enfin, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas l'expertise. Donc ça veut dire que par exemple, dans ta page là, qui va regrouper les 3 ou 4 cafés, en fait, c'est déjà pour moi une page intermédiaire avant d'arriver sur la fiche produit Ok, d'un de ces 4 cafés. Euh, ok, du coup, cette page-là, elle a un véritable intérêt pour le client, pour l'internaute, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va appeler la page catégorie. Euh, En conception de site web, vous le savez bien, aujourd'hui, tous les sites de e-commerce, ils ont des pages catégories, ils en ont même souvent beaucoup. Ces pages catégories, elles jouent le rôle en fait de réponse à une requête générique. Donc pour resituer un peu le débat, la requête générique, comme tu l'as dit, c'est par exemple café. Café bio, café équitable, café en grains, café moulu. C'est une requête qui n'inclut pas de nom de marque, en fait. C'est pas café grand-mère, c'est pas café Folliet, c'est vraiment juste café. L'intérêt de cette requête, c'est qu'elle n'est pas positionnée sur une marque. Et du coup, ça veut dire que dans l'état d'esprit de l'internaute, il est ouvert pour aller dans n'importe quelle marque. La personne qui va taper café grand-mère, on sait déjà où est-ce qu'elle va finir. Sur le site de café grand-mère, par exemple. Euh, les pages catégories, en fait, ce sont ce qu'on appelle du coup des pages d'atterrissage. Elles sont très intéressantes parce que généralement, elles répondent à ces requêtes génériques. Et il faut vraiment les travailler sur un site. Et il faut en faire, bien sûr. Et il faut les travailler, ces pages. Parce que sans ça, nos pages produits en tant que telles, donc la page de café numéro 1, café numéro 2, elles ont souvent pas assez de poids
pour attirer l'internaute. Et en plus, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue de mots-clés, elles sont en concurrence interne. Puisque le café bio numéro 1 et le café bio numéro 2, c'est quasiment les mêmes produits. C'est pas la même marque, ils sont peut-être pas torréfiés dans les mêmes pays, mais ça reste du café bio. Du coup, ils sont en concurrence interne. Et du coup, en fait, les deux entre eux, ils vont se manger des parts de marché, se manger des visites entre eux. Donc ces pages-là, il faut à tout prix les chapeauter par une page d'atterrissage qui soit globale et qui soit plus forte pour arriver à capter un maximum de trafic sans aucune concurrence interne. Et après, pour que les internautes puissent aller vers café numéro 1, 2 ou 3. OK. Du coup, donc tu dis qu'il faut multiplier, ces pages-là, catégories. Ça m'amène la question de comment, en fait, on va structurer notre site et surtout comment on va, concevoir le site à sa construction et surtout à quel degré de profondeur on peut aller, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller plutôt en profondeur ou plutôt en largeur, type, café bio, Costa Rica? Non, ou peut-être, Amérique du Sud, Pérou, machin, tu vois? Et est-ce qu'il faut plutôt, de la latéralité ou de la profondeur aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il vaut plutôt de la latéralité ou de la largeur, selon comment tu le conçois, mais il faut éviter en fait les arborescences profondes. OK. Euh, dans une bonne arbo qui sera SEO focused, on dit que tout doit être accessible en 3 clics depuis la home page. Alors, en 3 clics, ça peut faire un peu peur. C'est une notion qui est, on va dire, la notion idéale. On ne peut pas toujours coller à cette notion parfaitement, et c'est pas grave si on en déroge un peu. Euh, Mais, c'est l'idée, c'est de tendre vers ça, quoi. exactement. Et en fait, OK. il y a un travail à faire avant de commencer à se jeter dans la création d'une arborescence. Il faut commencer à rationaliser un peu tous les contenus qu'on a et à se dire, voilà, est-ce que je peux pas diminuer mon nombre de pages? Est-ce que je peux pas en regrouper certaines? Au contraire, est-ce que j'ai pas, par exemple, deux catégories de produits qui correspondent à deux besoins différents, mais qui sont dans la même euh, page, auquel cas il vaudrait mieux que je les sépare en deux pages séparées. Donc il faut essayer de rationaliser un petit peu son arborescence et d'en faire quelque chose qui soit finalement le plus plat possible. Et aussi ne pas hésiter à utiliser les filtres, les niveaux de filtres et les attributs qu'on retrouve très souvent dans les sites de e-commerce, qui ont l'avantage de permettre de trier le contenu assez facilement sans matérialiser réellement des pages dans une arborescence. OK, ça marche. Et ouais, Patrick, tu avais une question, non? Ouais, Non? sur les bah, tu parlais des filtres là sur les dans les catégories. Est-ce que quand j'utilise les filtres sur une page catégorie, pour filtrer, est-ce que ça doit apparaître dans l'URL ou pas? Est-ce que le quand tu as un point d'interrogation avec les variables, tout ça là, qui sont filtrées, est-ce que ça casse un peu le SEO? Je sais pas comment ça fonctionne en fait à ce niveau-là des URL. Est-ce que ça duplicate les pages ou, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Bah, c'est une question assez pertinente et là-dessus, je pense que il y a plusieurs points de vue, hein, clairement. J'aurais tendance à dire que, ouais, quand on utilise un filtre, typiquement, un filtre de tri, je sais pas, par ordre chronologique ou alphabétique, on va en effet créer une URL. Euh, Après, je suis pas persuadé que c'est une URL qui sera indexée ou du moins qui sera à laquelle Google va donner du poids. Ouais, Tout simplement parce que généralement, c'est des URL qui sont pas très statiques en fait. On va faire une recherche dans une catégorie, on va aller dans café bio éthique, café bio éthique Costa Rica, puis ensuite on va les trier par marque et après on va rentrer dans des niveaux de tri qui sont tellement profonds qu'en fait, c'est des pages qui ont très peu de visibilité. Elles sont pas destinées à être visibles, ces pages, elles sont destinées à être générées volontairement par l'utilisateur qui va aller jusqu'au bout de la recherche. En fait, ces pages un peu profondes de contenu, c'est l'utilisateur qui va les tirer vers lui, qui va les mmh, créer, qui va demander le contenu. Donc c'est plutôt stratégie pull pour ceux qui ont des notions de marketing un petit peu traditionnelles. Et à l'inverse, une page d'atterrissage, par exemple, Café Bio, qui est sur un sujet un peu plus générique, si on matérialise l'entonnoir, par exemple, le fond de l'entonnoir étant une recherche très spécifique,
Là, on est plutôt vers le haut de l'entonnoir avec une recherche qui est quand même assez générique. Donc cette page-là, elle a tout intérêt à être visible et généralement elle va être visible parce qu'elle va drainer beaucoup de trafic et beaucoup de requêtes des internautes. Elle, on est plutôt sur une stratégie pool. Je me rends compte que je me suis trompé. OK. C'est plutôt une C'est pas stratégie grave, pool c'est pas grave. en haut de l'entonnoir pour bien vous embrouiller. Et en bas de l'entonnoir, ça va être une stratégie du coup plutôt push parce que c'est l'internaute qui va s'approprier le contenu. OK. OK, Voilà. ça marche. Et tu parlais tout à l'heure des URL. Parfois, en fait, on vient récupérer des sites où on a une legacy à gérer, quoi. Et voilà, il y a eu un héritage. Il faut qu'on avance là-dessus. Et, est-ce que vraiment toutes les redirections type 301 et tout ça, est-ce que vraiment ça a un impact sur le SEO ou c'est totalement transparent? Donc première question et question sous-jacente, est-ce que je peux utiliser ces redirections en fait pour faire des URL un petit peu plus SEO friendly quoi? Alors oui, c'est une Ou très c'est bonne pas du question. ou c'est pas du tout ou c'est pas recommandé? J'en sais rien. Pour ta première question, est-ce que, on va dire, si je reformule, est-ce qu'une redirection 301, elle va avoir un impact sur le SEO qui va être transféré sur la nouvelle page? Euh, En général, oui, il y a toujours un impact qu'on peut essayer de minimiser. Donc la redirection permanente, la 301, il faut la voir un petit peu comme un changement d'adresse postale, en gros. Quand on va passer sur la nouvelle boîte aux lettres, on a beau demander au facteur de rediriger le courrier, il y a toujours une certaine déperdition. Il y a toujours une petite perte qui est difficile à expliquer, mais voilà, on va changer de domicile, on va changer d'URL, du coup il y aura forcément une petite perte. Mais en gros, parfois on est obligé de faire une redirection 301 parce que on va faire une migration de site, parce qu'on va passer en HTTPS, parce que comme tu l'as dit, on veut opter pour une URL plus SEO friendly. Euh, il est intéressant d'essayer de le faire proprement, notamment en utilisant ce qu'on appelle un crawler, qui va être du coup l'équivalent du robot de Google qui vient scanner votre site web. Le crawler, en fait, la différence, c'est notre robot à nous et on lui dit de faire ce qu'on veut, contrairement à celui de Google qui va faire un petit peu ce que lui a envie de faire. Le crawler, il est intéressant parce qu'il va vous permettre de sortir toutes les URL de votre site web. Et lorsque vous allez faire une redirection, il vous permettra de savoir si, par exemple, la redirection, elle est bien faite à l'échelle de tout le site, ou si votre ancienne adresse, par exemple, est encore accessible via le maillage interne du site ou par exemple un lien qu'on aurait oublié. Ça vous permettra aussi de vérifier que tous les liens pointent bien vers la nouvelle adresse, par exemple. Donc, ça vous permettra en fait de confirmer un peu que la redirection 301, elle est bien effective, bien efficace de partout. Notamment, je pense aussi aux pages, les pages 3W et les pages non 3W. OK, et c'est des petits crawlers que tu installes? C'est des softwares? C'est des scripts? C'est quoi? C'est un soft, généralement. C'est un soft, dans certains cas, ça peut même être un service en ligne. En gros, le crawler, ouais, ce petit robot-là, il en existe des gratuits. Moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est Screaming Frog, qui peut Yes, ouais. paraître un petit peu compliqué à la base parce que c'est vrai qu'il donne beaucoup, beaucoup d'infos. Même dans sa version gratuite, il est assez complet, il est assez exhaustif, ce qui est plutôt une bonne nouvelle finalement. Et après, il y a Xenu qui va faire la même chose, je dirais, peut-être en un peu plus simple. Donc à vous de voir le niveau d'information que vous désirez obtenir, mais moi je vous recommande vraiment fortement Screaming Frog pour quelqu'un qui va se mettre dans le SEO. Il va vous donner les erreurs 404, le contenu dupliqué, la qualité de vos balises par exemple, le nombre de liens entrants, le nombre de liens sortants, plein d'infos. Ouais, ouais, je confirme, il est pas mal Screaming Excellent. Frog. J'utilise celui-là aussi, enfin de plus en plus et quand je refais complètement un site, je l'utilise pour, bah, justement ce que tu as dit, voir les URL, tout ça, tout ce qui est à peu près avoir un compte, enfin toute la liste des URL. D'ailleurs, un des derniers sites que j'ai fait, je me suis rendu compte que le site était indexé en 3W et sans les 3W. Du coup, j'avais des duplicates et puis, Ouais.
Et puis de temps en temps, je le fais tourner justement pour voir si les redirections, si elles sont correctes ou s'il y a des liens qui sont pétés ou des trucs comme ça. Donc ouais, en version gratuite déjà, enfin, pour des petits sites, c'est largement suffisant. Ouais. Ouais, c'est un outil qui est puissant et qui a vraiment été construit dans une optique, je pense, vraiment SEO un peu technique, hein, finalement. Euh, mais du coup, ouais, voilà, typiquement, un sujet qui est intéressant, c'est la partie 3W et non 3W d'un site. Alors, il est parfois impossible de savoir comment ça se passe, mais vous vous retrouvez avec un site qui est indexé en 3W et en non 3W. Bah, Donc, c'est quand il n'y a pas de redirection sur le HT Access, généralement. Enfin, c'est souvent des ouais, gens qui sont techniquement un petit peu limités et qui n'ont même pas connaissance de ce système de HT Access. Donc, et là, tu te ouais. retrouves avec des WordPress qui ont les deux indexations. C'est assez courant, quoi, je pense. On ne crache Ah, pas pardon. sur WordPress sur ce podcast, Non, non, c'est Patrick. WordPress, c'est très bien. C'est juste des personnes qui. Sujet glissant. Ouais. Non, mais c'est le ouais, après c'est comme tout, c'est l'usage, quoi. Mais c'est vrai que déjà, si tu fais une redirection, à la base tout de suite, bon, bah, ton problème est terminé, quoi. Oui, oui, c'est Ouais, ça. De c'est toute ça. façon, la base, enfin, généralement, quand tu fais un site, n'importe lequel, la première chose, c'est le HTTPS, de rediriger tout le temps vers le SSL. Et le Ouais. 3W, bah, tu fais un choix avec ou sans, mais après, tu définis la redirection sur le bon, quoi. C'est la base, hein. Enfin, je pense. Oui, oui, mais On est d'accord. c'est ça. De mon point de vue SEO, je peux vous le confirmer, ouais. Et par contre, je sais pas si tu as des infos, toi, Patrick, sur Mhm. la double indexation sur Netlify, par exemple. Quand tu as le www. Point quelque chose, Mhm. point ton site, tu vois, et en fait, nativement, il te donne Ah le oui, nom de ton l'URL. site, .netlify.app. Tu vois, et en fait, tu peux pas dégager ton netlify.app parce que bah, c'est ton site, tu vois. Mais est-ce que Alors, j'ai jamais il fait y a gaffe. du Ouais. duplicate là-dessus ou pas? Bah, j'ai jamais fait gaffe déjà Tu s'il vois, indexait et je ce crois domaine. qu'il Après, il y a une solution. Alors, je sais que il y Nico, a tu peux répondre, mais enfin, moi, la solution que je vois, c'est de faire comment ça s'appelle, la balise, le tag, comment il s'appelle? Pour le site principal, en fait. Canonical? Ouais, canonical, en fait, qui définit le site principal et ça sera ton URL officiel, quoi. Donc là, du coup, tu as plus de risque d'avoir un doublon avec l'URL fabriqué par Netlify. Normalement. Enfin, mmh tu mh. confirmes, Ouais, Nico? ouais, donc en fait, Alors, du coup, moi, je vous avoue que je suis pas forcément familier avec le sujet Netlify. Euh, alors, je veux bien que vous me l'expliquiez un petit peu. Ah, bah en fait, c'est quand heu, Netlify en version, vas-y, vas-y. quand tu publies un site, par défaut, il va te faire une URL, un truc à la con avec des numéros, des chiffres, et puis netlify.com ou .net, je sais plus. Et après, toi, tu peux linker un nom de domaine sur ton site, mais il conserve quand même l'URL fabriquée à la base. Donc du coup, tu te retrouves avec deux URL sur le même site. Ok. Voilà. Donc, Euh, tu as une URL par défaut, en fait, qui reste là de Netlify. ouais, c'est une sorte de permalien qu'après on peut venir customiser. Ouais, ouais, par défaut, tu as une URL et après, toi, tu rajoutes un nom de domaine sur ton site, quoi. Mais il garde quand même le premier. Ouais. Donc voilà. Du coup, tu te retrouves ouais, avec deux URL, donc c'est un peu bizarre. Mais... Bah, ouais, alors, en général, d'un point de vue SEO, en tout cas, il vaut mieux essayer de rationaliser. Encore une fois, Google aime pas les choses compliquées. Il passe énormément de temps à crawler sur des sites et il a pas mal de boulot, Google, quand même, donc il aime bien qu'on lui simplifie la vie. Euh, du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de rationaliser la quantité d'URL qu'on a et du coup, par conséquence, la quantité de redirections qu'on va pouvoir faire. C'est toujours pareil. Avant de se faire pénaliser parce qu'on fait des redirections, il faut en faire vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça, normalement, vous n'aurez pas trop de soucis avec ça. Mais par contre, ce que ça va entraîner, le fait d'avoir plusieurs redirections, plusieurs URL, c'est que le robot, quand il va se pointer sur votre site pour voir quelles sont les modifications, pour voir un petit peu les nouveautés, le crawler de Google, en fait, il se donne un temps défini. Je dis n'importe quoi, il va décider de passer 20 secondes sur votre site, de manière totalement arbitraire. En 20 secondes, il vaut mieux qu'il ait le temps de voir 90%, voire 100% de votre site web, plutôt que 50%. Si votre site est truffé de redirections, qu'il y a 2 URL par page, que le maillage interne n'est pas fait ou mal fait, qu'il y a des 404 de partout,
le robot de Google, il va galérer en fait à analyser votre site, il va galérer à l'indexer, et il pourra avoir moins de pages, il pourra transmettre moins d'informations. La conséquence directe de ça, je pense que vous me voyez arriver, c'est que votre site, il sera moins bien référencé sur Google, ou avec du Mmh. contenu moins à jour. Du coup, c'est vraiment dans votre intérêt, toujours pour l'internaute et pour le robot Google, parce que souvent les deux points de vue se confondent. Il vaut mieux en fait avoir un site web qui soit le plus propre possible, avec peut-être moins d'URL, une arborescence qui sera moins étoffée, un peu plus rationalisée, d'avoir un nombre de 301 qui soit juste le nécessaire, parce qu'on est forcé d'en avoir des 301 aujourd'hui. Des URL qui soient un petit peu plus simples. On va essayer d'éviter par exemple les stop words, de garder que les mots-clés. Les Et stop surtout un words, maillage interne qui soit bien fait. c'est quoi les stop words? J'ai pas ça correspond Alors, pas. les stop words, typiquement, c'est ce qui va se passer quand vous faites une URL qui va être générée automatiquement. Mmh. Alors, souvent, moi, sur les sites sur lesquels je travaille, ils sont créés en fait avec des URL automatiques. Alors, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un champ titre de page. Vous Ouais. allez taper donc par exemple votre titre, comment vidanger une Clio 4, et l'URL va être composée exactement de ces mots-là, Ouais, les séparés de slugs, tirets. c'est un slug, ouais, OK, et il rajoute des tirets sur le titre, ouais. Mais c'est Voilà. pas un peu Black Hat, ça? C'est pas, c'est indexé propre? Google, il aime bien ce genre de truc ou c'est un peu borderline? Alors, Google, il va trouver que c'est de qualité un peu moins bonne, mais il vous pénalisera pas pour ça. L'URL Mmh. automatique, elle est beaucoup, beaucoup utilisée souvent, et c'est pas un truc qui est fatal, on va dire. C'est pas à cause de ça que vous allez finir avec une Mais, pénalité, je s vous Ouais, je rassure. vois Amazon ou Cdiscount, ils ont des trucs comme ça où en fait c'est des textes à trous et tu retrouves des trucs, mais le texte est dégueulasse quoi. Mais Ouais. bon, ils t'ont amené sur leur site mais quoi. il me semblait que Les, les les URL, sites e-commerce sont les ouais. champions de l'URL Ah tout ouais. bandé avec des chiffres, des numéros, des tirets, tout ce que vous voulez. Mais parfois, on n'a pas le choix de faire autrement parce qu'un site comme Amazon, je vous laisse compter le nombre d'URL qu'il y a sur le site. Je plains celui qui va les créer tout à la main uniquement. Respect à lui. Hmm. Ouais, je disais, Alors, du coup, ouais, les URL, il excuse-moi. me semblait que les URL avaient moins d'impact aujourd'hui, tu sais, le fait de mettre des mots-clés dans les URL, c'est Hmm, vrai ou pas du tout? alors, à ma connaissance, encore une fois, parce que la sphère évolue très vite, Ouais, euh, je dirais que ça n'a pas moins d'influence. Ça reste quand même, ça fait important. partie quand même des endroits clés où on doit retrouver un mot-clé. Bah, pour pour la facilité de lecture du robot comme de l'internaute. Pour OK. moi, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Après, on va parler, je pense, rapidement là, des bonnes pratiques URL, parce que c'est quand même un sujet bien important. Ouais. Euh, il Et f- moi j'ai une question directe. Et on rentre dans le sujet tout de suite, hein, on est d'accord. Euh, Est-ce que pour faire un petit peu plus, on va dire pour satisfaire plus le robot Google, je peux faire trois quatre URL différentes, mais qui pointent vers la même page. Est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien, c'est C'est blacklisté, pas bon ça. c'est intéressant ou c'est inutile? je dirais que c'est inutile parce qu'en fait, si tu as par exemple une page qui va parler d'un produit, il faut tout de suite choisir le meilleur ensemble de mots-clés pour définir cette page. Et si tu fais bien ça, normalement, tu n'auras pas besoin d'utiliser 4 formulations d'URL différentes pour capter un max d'internautes. Et Ok. en plus, Google peut se poser des questions à voir qu'il y a 4 URL sur une même page. Ça peut être mal perçu. À part si c'est, tu vois, par exemple, des filtres de tri, des choses comme ça, là, c'est différent. Je sais pas à quel degré Google peut faire la différence entre quelque chose Mmh. de volontaire et quelque chose de fonctionnel. Mais ouais, à mon avis, il faut Bah là, vraiment tu essayer de ouais. rationaliser, d'avoir une arbo qui soit la plus slim possible. Normalement, tu es en duplicate content, si tu fais 4 URL sur une seule page, heu, normalement, tu es pénalisé. Enfin, c'est logiquement. Enfin, Pour moi, ça me semble être un peu problématique parce qu'en effet, pour mmh. Google, une URL égale un contenu. Ouais, c'est Ok. ça, ouais, ouais. Mmh. Ah voilà, donc en fait la règle c'est une URL, une page quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, ok.
moi, je suis vraiment noobs, hein, tu vois, pour te dire. Ok, ça marche. Et donc, du coup, les best practices sur la construction d'URL, c'est quoi? Et ben du coup, pour faire lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, là, j'avais évoqué le terme des stop words. En fait, les stop words, ça va être tous les dénominateurs de la langue française, donc le, la, les, ou, de, pour. Tous ces mots-là, qui sont des mots de liaison qui sont quand même bien utiles pour faire une phrase qui veut dire quelque chose, et ben paradoxalement, on veut pas les voir dans une URL. Parce qu'une URL, c'est pas un endroit où on va rédiger, on va quand même droit au but, on n'utilise que des mots-clés, et une URL, elle doit être courte et efficace. On dit qu'il faut garder que l'essentiel dans une URL. Donc enlever vraiment tous les mots qui n'ont pas de sens, au sens vraiment premier du terme, hein, le, la, des, ou, tout ça, si on l'enlève, la phrase, elle tient, enfin la compréhension se fait quand même. On parle un peu en mode Cro-Magnon, mais la compréhension se fait quand même. Du coup, par exemple, pour une page qui parle de quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger un titre SEO friendly, donc ça se comprend très bien, c'est un super titre de page. Par contre, en URL, on peut pas mettre cette même expression avec des tirets entre. Ça fonctionne pas. C'est beaucoup trop long et en plus, on a plein de mots qui sont pas essentiels. Il vaut mieux écrire bonne pratique, titre SEO, Mmh. par exemple. Moi, C'est j'aime bien, hein, c'est vachement plus straightforward, ça me plaît bien, tu vois. Et on se prend pas la tête avec, avec toute l'écriture et tout ça, hein. Moi, ça me va. Après, enfin, je pense que maintenant, il y a sur beaucoup de CMS, il y a des slugs générateurs qui sont souvent Ouais, ceux qui font ce genre de truc. Après, c'est à toi de peut-être le custom un petit peu plus pour que ça bah, soit oui, oui, encore mieux SEO si tu friendly. prends un WordPress, typiquement, il va générer le slug automatiquement et il va si tu tapes, comment, faire le titre SEO machin, il va reprendre ça, il va juste rajouter les tirets, enlever les accents et là, tu vas te retrouver avec des stop words dans l'URL. Donc ça veut dire que la ouais. personne qui gère le contenu va devoir réécrire à chaque fois les slugs Mm. pour avoir des trucs dans ce style. Alors du coup, Ouais. pour essayer de rationaliser un peu, de savoir quand est-ce qu'il est bon de le faire et quand est-ce qu'on peut s'en passer, sur un site e-commerce, avec la quantité de pages que vous allez avoir, ça va être difficile de le faire. Je vous recommande de le faire sur les pages qui ont vraiment un intérêt SEO. Typiquement, les pages d'atterrissage. Donc on avait vu que dans Mmh. l'arborescence, en fait, ces pages-là, c'était les pages catégories. Donc vous avez plusieurs niveaux de catégories hein, dans vos sites e-commerce. Vous avez par exemple, je sais pas moi, électroménager. Après à l'intérieur, vous allez avoir aspirateur, nettoyeur, tout ça. Faites-les pour tous les niveaux de page catégorie si c'est possible. Moi je trouve que c'est un point qui est quand même assez important. Et vous D'accord. remarquerez d'ailleurs que les grands sites d'électroménager, d'e-commerce, pardon, les grands sites d'e-commerce appliquent souvent cette pratique uniquement pour leurs pages catégories. OK. Je vais aller voir, Donc, Mac. idem, il faut éviter les URL. Sur certains permaliens de WordPress, parfois, on voit des choses qui sont assez mauvaises, qui sont faciles à contourner. Par exemple, vous allez avoir, je sais pas moi, site.fr/ point d'interrogation, p égale 1, 2, 3. Ah oui. Voilà, ça, ce genre de permalien-là, il vaut mieux éviter. En fait, la raison est très bête, c'est que c'est pas compréhensible par un humain. Ouais, ça c'est quand tu laisses par défaut, tu mets pas l'URL, rewriting, au niveau des URL en fait, tu laisses le truc par défaut et là tu te retrouves avec les points d'interrogation, page égale 2, tout ça. Enfin, c'est vrai Ouais. que oui, on en voit encore de temps en temps, ouais, des trucs comme ça. Idem hein, pour les. Par exemple, on voit souvent dans les blogs, les répertoires sont faits avec année, mois et numéro du Ouais. jour. Là, tu parles Ah, encore de c'est WordPress pas là. bien ça, Tu du parles coup. encore de WordPress. C'est- c'est- Ouais, on est encore sur du WordPress, ouais, c'est Ouais. vrai. Mais Mais 30 ou du non, web, donc c'est vrai que c'est important aussi, hein. et ouais, 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 clairement. Et puis vu qu'en fait c'est un CMS qui propose des URL automatisées, c'est là qu'il y a beaucoup de travail à faire, on va dire. L'URL Ouais, mais automatisé, vous d'un l'aurez autre compris, je suis pas toujours pour, mais parfois on n'a ouais, pas le mais choix. d'un autre côté, si c'est bien programmé, on peut avoir des choses correctes, même s'il y a des stop words dedans, à la limite, heu, enfin, même si l'expression est pas top, mais quel est le moins pire? Il y a une URL avec des stop words, mais avec une compréhension, pour l'utilisateur, final,
transparente, quoi. Comment vidanger ma voiture, ma machin, donc on a tous les stop words, ou ID égale 704P VX machin. C'est mieux de mettre des stop words quand même, non? Bien entendu. Ouais, t'as raison. Ouais. C'est Ouais, ouais, bien donc, de soulever la remarque. après, à la limite, il faut juste changer la configuration de son WordPress, pour pour reparler de WordPress, mais si justement il y a un script qui vient générer ça de manière automatique, à la limite, bon, bah, on a juste à cliquer sur la génération automatique, et on va dire qu'on aura fait 80 du boulot, quoi. Il sera fait, donc c'est quand même pas mal d'avoir un truc automatique quand même, quoi, Bien non? sûr, ouais. En fait, les limites de l'URL automatique, moi, je les fixe au moment où on peut s'en passer. Au moment, par exemple, où on a un blog édito avec une quantité de pages qui est quand même raisonnable et qui fait qu'on peut travailler à la main dessus, par exemple. Après, c'est sûr que l'URL automatique, elle reste quand même un gros plus pour les sites qui sont conséquents. Je reviens encore sur l'exemple du e-commerce. On n'aura pas le choix que d'utiliser ça, hein, clairement. Donc, pour répondre à ta question, il vaut mieux utiliser des URL automatiques avec des stop words que des URL tout à fait dégueulasses avec des P égale 1, 2, 3, point d'interrogation et tutti quanti. Tout à fait. OK, make sense. OK. OK, Ouais, je comprends. on peut parler un petit peu d'arborescence parce que moi je pense que c'est important l'arborescence au niveau du contenu quand tu écris ton contenu, tout ce qui est, bah, tu en as déjà un petit peu parlé aussi, H1 tout ça machin, mais heu, comment tu, enfin, voilà. Je sais qu'il y a une méthode de tri de cartes, ça je sais pas si je connais pas du tout cette méthode-là, pour le contenu. Alors du coup, ouais, la méthode du tri des cartes, en fait, c'est une méthode qui est issue d'un domaine complètement hors du mien et hors du vôtre, hein, finalement. Ça permet juste de rationaliser des contenus et elle est très intéressante parce que ça permet de faire un peu le tri des contenus au début. Quand on part avec d'une feuille blanche, on a souvent plein d'idées, typiquement quand on sort d'un brainstorming, et puis il faut essayer de les rationaliser un petit peu pour garder que ce qui est intéressant. Alors, juste avant de rentrer dans la méthodologie là, du trait des cartes, je vous prends un petit exemple que j'aime bien parce qu'il est parlant. Quand vous prenez par exemple un site de mairie, typiquement mon exemple marche très bien sur les mairies de petites villes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se faire un joli site web. Du coup, je me prends plaisir à les prendre en exemple. Mmh. Euh, une mairie de petite ville, sur sa page d'accueil, en général, ce qu'on va vouloir retrouver, par expérience, les contenus qui sont vraiment intéressants, ça va être des choses comme les horaires de la déchetterie, les horaires de la pharmacie de garde, comment payer sa facture d'eau, les marchés, où est-ce qu'il y a du parking gratuit, les inscriptions aux écoles, toutes ces choses-là. Paradoxalement, c'est des choses qui sont rarement accessibles facilement. Elles sont souvent enfouies dans des niveaux d'arborescence un peu cachés, il va falloir donner un petit peu de la souris pour les trouver. La méthode du tri des cartes, en fait, elle permet d'éviter ce genre de choses-là. Elle permet de se poser en amont la question, mes internautes, ils cherchent quoi? Est-ce qu'ils veulent avoir le mot du maire en première page sur ma homepage, ou est-ce qu'ils veulent savoir comment payer leur facture d'eau? Donc, rapidement, la méthodologie du tri des cartes, je pense que ça fait partie de la première étape, à mon avis, avant de se lancer dans l'arbo. C'est peut-être bien la première. Ça se fait D'accord. avec plusieurs personnes autour d'une table en mode brainstorming. Et on va écrire le nom de tous les contenus qui nous viennent à l'esprit sur un post-it. Donc, par contenu, j'entends, c'est encore plus précis que page. C'est plus qu'une page web dans le sens où on peut avoir plusieurs contenus dans une page web. Donc, je vous en donne quelques-uns en pagaille. Les heures d'ouverture de la boutique, le formulaire de contact, le qui sommes-nous, la catégorie de produit numéro 1. Mmh. On écrit du coup toutes les idées de contenu qui nous passent par la tête sur des post-it, on les étale sur une table, et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va demander aux gens de regrouper tous les contenus qui vont ensemble. On va les regrouper par thématique. Donc typiquement, un groupe un peu classique, dans la page contact d'un site web, généralement, on ne va pas retrouver uniquement le contact. On peut avoir aussi l'adresse, les horaires d'ouverture et parfois même les réseaux sociaux. Donc c'est ce genre de regroupement-là qu'on veut voir en fait. Essayer de rationaliser un peu et de se dire
Voilà, ces 2 contenus, ils peuvent aller ensemble, ils répondent à la même question. Ces 2-là, il vaut mieux les laisser séparés, s'ils répondent à 2 questions qui sont bien distinctes. Donc ça va permettre déjà de faire un petit peu des groupes et éventuellement, la dernière étape, ce serait de leur donner un nom. On va réfléchir un petit peu au nom qu'on va pouvoir donner à ces groupes de contenus. Et le résultat qui est intéressant, c'est que ça va vous donner votre menu, le top menu qu'on va retrouver sur un site web. Il va sortir directement de ce travail-là. OK. OK, et du coup, en fait, ça, c'est pour, construire tes pages et regrouper tes informations et tout ça, quoi, c'est ça? Voilà. Et ça, en général, ça donne une esquisse bien avancée d'arborescence. OK. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une étape qu'il faut même, faire, avant même de faire le design du site, j'ai envie de dire, hein, parce que finalement, c'est le contenu et après autour de ça, tu vas faire le design, le menu et cetera Ouais. et les pages, quoi. Donc c'est vraiment Pour la moi, c'est première chose à l'étape, faire. je pars de ma feuille blanche, il faut partir de là. OK. Et plus vous le faites avec des gens qui ont rien à voir avec votre entreprise, mieux ça peut marcher en général. Ah Donc oui, c'est pas toujours typiquement, possible de réunir un panel, mais c'est clair pour une mairie, bah, tu demandes à des gens qui habitent dans ta ville, de venir et de voilà: «Qu'est-ce que vous cherchez?» et puis c'est parti, quoi. tout à fait, ouais. Ouais, Ouais. ouais, OK, exactement. intéressant. Bon, les fondamentaux restent les mêmes, quoi. Partir du user, Ouais, c'est Ouais, ça, partir ouais. de tout à fait, hein. du les fondamentaux restent les mêmes partout, quoi qu'on fasse, dans n'importe quel métier. Je pense que c'est un concept de base qui s'applique après à nous, dans le digital, mais enfin, transversal et universel, je veux dire. OK. Ouais, très clairement, Alex, ouais, ouais, c'est vrai. On part de l'expérience utilisateur. Et tu veux rajouter des trucs, enfin, ou tu as d'autres questions, Patrick, sur tout ce qui est structuration de contenu? Parce que moi Moi, j'ai j'ai une d'autres ques questions Moi, après. j'ai une question, j'ai eu Ouais, un vas-y. débat il y a pas longtemps parce que j'étais sur une formation d'accessibilité. Est-ce que tu peux me répondre, sur la balise H1, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs dans la page ou une seule? C'est le débat, en fait. Alors, théoriquement, une balise H1, il me semble qu'il y en a qu'une seule par page. Ah, Je OK, t'avoue que je suis pas à 3000% au clair sur le débat, mais pour moi, sur une page, on va retrouver un title, une balise H1. Ça, c'est des choses qui sont pour moi uniques. Et après, au niveau du H2 jusqu'à H6, là, on peut en avoir plusieurs. OK. Non, ouais, bah, je suis du même avis que toi, mais on m'a dit le contraire. On m'a dit que c'était plus d'actualité, qu'aujourd'hui tu peux en avoir plusieurs, qu'il y avait pas de problème. Donc c'est pour ça, je Ouais, pose la question parce que j'ai des doutes là-dessus, mais bon. Après comme Google, évolue ouais, beaucoup. Et c'est vrai que bon aussi, je sais pas si on peut en parler de suite, tout ce qui est, je suis un peu de loin le SEO et je sais qu'il y a eu beaucoup d'algos qui ont changé chez Google avec des noms, des pingouins, des trucs comme ça, et que ça ça bouleverse un petit peu, tout ce petit monde. Je sais pas si tu peux en parler un petit peu de ces mises à jour d'algo, tous les 6 mois de Google? bah, en fait, généralement, celles qui vont un petit peu bouleverser les résultats de recherche, ça va être ce qu'on appelle les core updates du coup de Google. Et en général, quand Google fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des positions qui vont bouger. Il y a des sites qui vont perdre des positions, d'autres qui vont en prendre. Du coup, c'est vrai que ça peut bouleverser un petit peu les résultats. Euh, une des dernières en date, pour moi, ça va être celle qui a changé un petit peu l'interprétation des résultats de recherche de Google. Et en fait, celle-ci, je suis en train de chercher pour vous retrouver le nom, mais c'est pas très important au final. Elle a changé en fait la compréhension des résultats parce que Google maintenant apprend à comprendre le sens des phrases et plus elle est considérée comme des mots séparés. Ah. Ça fait un changement assez balèze quand même parce que il va comprendre du coup le sens d'une phrase et la typologie des résultats va changer. Euh, Maintenant, si vous lui dites où est-ce que je peux trouver, par exemple, une place de parking souterrain en centre-ville, je dis n'importe quoi, il va arriver à prendre la phrase dans son ensemble plutôt qu'à la considérer comme un groupe de mots-clés séparés. Et ça veut dire que certains résultats, en fait, vont être totalement bouleversés parce que Google va les comprendre différemment. Donc, Mmh. il y en a eu pas mal des updates comme ça. Il y a eu Panda, il y a eu Medic, il y en a eu beaucoup.
La dernière en date, il me semble, celle de mai 2020. Ouais, ouais, il y en D'ailleurs, a elle une. Ouais, s'appelle, c'est hyper récent, quoi. Ok. ouais, elle s'appelle la May Core Update. Du coup, je suis en train de retrouver un petit peu les highlights Et, de cette et, Mais- update. et ça, maintenant, est-ce que ta position, elle peut venir chuter, on va dire, du jour au lendemain parce que Google a changé les règles, mais vraiment en mode, on va dire, tes top 4 sur une requête, et là, tu bascules directement en cinquième page. C'est possible, ça? Non, je dirais que c'est pas possible en fait. Les changements peuvent être drastiques dans le sens où vous pouvez bouger de plus ou moins 4 positions, par exemple. Ça me semble être une amplitude Hmm. raisonnable. Mais vous n'allez pas perdre 2 pages a priori, jusqu'à ce Ok. que quelqu'un vienne me dire le contraire, parce qu'encore une fois, c'est basé sur l'expérience de chacun. Euh, pour moi, c'est pas des amplitudes non plus monstrueuses, mais ça peut représenter beaucoup en fait, parce que si vous êtes en deuxième position sur une requête et que vous finissez cinquième, vous perdez, je sais pas moi, 80% de votre trafic naturel facilement quoi. Ouais. Ouais, En fait, il ça rejoint suffit ce que d'une tu bonne disais. position. Ça rejoint ce que tu dis, quoi. En fait, il faut pas écrire pour des mots-clés, il faut plutôt écrire pour les gens, en fait, pour l'utilisateur final. Et ça, Google, maintenant, se comporte un petit peu comme un utilisateur qui est final, qui va, voilà, avec une phrase qui veut dire quelque chose, plutôt que des mots-clés sélectionnés. Donc, je pense qu'en fait, ceux qui sont pénalisés, c'est ceux qui ont abusé sur les mots-clés, en fait, finalement. Bah, ça peut être ça, et puis c'est plein d'autres paramètres au final, hein. C'est vraiment très vaste parce que les critères d'indexation aujourd'hui, ils vont des liens entrants, les liens sortants, la version mobile de votre site, l'utilisation que vous allez faire par exemple des balises no index, no follow, la densité de mots-clés que vous avez dans votre texte, comment vos URL sont écrites, la quantité de redirection que vous avez. Enfin, il y a vraiment une variété de paramètres énorme en fait. Et par exemple, pour Mais le... il y a Vas-y, Après, excuse-moi de te je t'en couper, prie, je mais t'en prie. là, en fait, tu viens citer plein de facteurs. On sait que ça rentre en compte, tous ces éléments rentrent en compte dans l'algo. Par contre, est-ce qu'on connaît un peu la pondération, quoi? C'est-à-dire, il va falloir une URL, une bonne URL a plus d'impact qu'un H1, ou un H1 a plus d'impact qu'une URL, ou au final, c'est difficile de venir donner des coefficients de pondération sur des actions à mettre en place, quoi. Bah, C'est peut-être une question hyper cartésienne et trop enfin, tu vois, hyper rigide, mais c'est intéressant de la poser en tout cas. Elle a le mérite de faire réfléchir. Du coup, pour moi, les critères vraiment principaux, c'est tout d'abord le choix de tes mots-clés. Pour moi, il n'y a rien d'autre de plus important que la ok, pertinence du contenu par rapport à une recherche. Et ensuite, les endroits importants pour les mots-clés, ça va être typiquement les titres. C'est vraiment là que c'est très très important. ok. Donc titre de page, ce qui veut dire ton URL derrière et tes H1, quoi, Exactement. Le titre au sens large. Donc, comme tu l'as bien ou ton souligné, H1. URL, title et toutes les balises heading H1, H2, H3. C'est peut-être le truc Et le plus important. description, du coup, est-ce que c'est important ou tu laisses faire Google le taf? Pour la métadesk, Ouais, alors, à ma connaissance, je vais peut-être me faire un peu crier dessus par certains de mes homologues, mais pour moi, la métadescription, il me semble qu'elle n'a pas d'importance en SEO. Non, ouais, Méta, normalement, elle n'a parce pas que c'est d'importance. en... Ouais. ok, Hmm. Ouais. Méta, parce qu'elle est en dehors de la page, et du coup, en fait, Google ne prend en compte aucun champ qui est méta, qui est en dehors de la page. Il va regarder que ce qui est dans la page parce que c'est ce que l'internaute voit et bah, on est obligé de prendre en compte les mêmes critères hein, si on veut proposer de l'info pertinente. Du coup, ok. la métadescription, en fait, elle a ce rôle-là, c'est la vitrine de votre magasin. Donc, je vais taper par exemple garagiste à Paris, je vais obtenir un certain nombre de résultats sur la page des résultats et comment est-ce que je vais baser mon choix pour cliquer? Bah, ça va être sur ce métatitre, sur la métadesk. Donc, ils ont Ok. une incidence qui est même très importante, directe sur le taux de clic. Mais en termes de référencement, la métadesk n'a pour moi aucune incidence. Ok, et comment tu fais, question qui est liée,
sais, quand tu tapes, enfin, tu fais une requête et parfois sur des sites, tu vas avoir un display dans Google, hein, tu vas voir ton site et parfois il va afficher en fait d'autres informations dessous, type, les liens de tes menus ou des choses comme ça. Est-ce Ouais. que tu peux contrôler ça ou tu contrôles pas du tout? Deuxième réponse. Tu Contrôle pas. contrôles pas du tout. Tu OK, contrôles rien chez Google, Ouais, en ouais. fait. OK, Tu contrôles pas. En fait, tu peux faire du bon boulot et espérer le meilleur, en fait. C'est ce que tu peux faire. Pour répondre à ta d'accord. question, du coup, ces choix de menu là, ça s'appelle les featured snippets. Tout à l'heure, on avait parlé de la position 0 et des featured snippets. Donc, Ouais, ouais. l'autre partie, on va dire. La featured snippets, en fait, elle te permet d'afficher des informations annexes. Donc, typiquement, tu vas retrouver, euh, tu vas retrouver en effet les menus. En général, tu as certains sites où les features apparaissent. Donc, ce qui leur donne une place très grosse sur la page des résultats de recherche en général. Ils prennent Bah la ouais, place de deux ou trois c'est résultats. énorme. Du coup, il y a un intérêt, on va dire, design, parce que tu vas prendre plus de place, mais l'intérêt, il est surtout market, quoi. Enfin, t'es plus gros sur la page de recherche. Du coup, potentiellement, tu as plusieurs liens. Donc, il, potentiellement, il a plus de chances de cliquer dessus, quoi. Donc, est-ce que il n'y a pas justement des sortes de best practices pour optimiser tes feature snippets pour essayer de les mettre en avant, au moins préparer le terrain pour bien dérouler le tapis rouge pour que le crawler de notre ami Google il fasse bien le boulot et qu'il soit gentil derrière nous après sur les requêtes ou pas tant. Est-ce qu'il y a une recette de feature snippet ou pas? Bah ouais, ouais, il y a carrément une recette. Déjà, je répète hein, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la position 0. C'est un peu pareil. Il faut essayer de répondre à des problématiques qui sont très importantes avec une réponse claire. Donc ça, c'est vrai pour quand on apparaît en format paragraphe de texte. Après, pour ce qui est des menus, euh, il y a des balises en fait qui vous permettent de renseigner ces choses-là. Alors typiquement, c'est des balises featured snippets que je vous l'avoue, je connais pas dans le détail. Mais en remplissant en fait ces balises, on peut venir dire à Google, bah, écoute, si jamais tu veux venir me mettre en snippets, voilà, je te pousse les infos, elles sont là, tu n'as qu'à les prendre. Ok, Mmh. Donc ça va OK. permettre de donner un petit peu certaines infos que Google, bah, encore une fois, pourra décider de prendre ou pas, hein. C'est un peu cruel parfois. Mais voilà, c'est la base, c'est de remplir ces balises. Après, pour ce qui est des snippets menus, typiquement, euh, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de remplir des balises. Pour moi, il va choisir de le faire naturellement parce que de toute façon, vos menus sont déjà matérialisés, ils existent déjà. Les données riches, donc en français, oui, c'est les données riches. Ces choses-là, il faut les remplir par des balises méta, surtout dans le cas de champs comme auteur, euh, temps de cuisson d'une recette, durée d'un film, date d'un événement. C'est pour vous donner un exemple, si vous tapez par exemple le nom d'un film, euh, si vous tapez par exemple, allez, le meilleur film du monde, Inception par exemple. ah, j'étais parti sur Inglourious Basterds, c'est dommage. Ok, vas-y. Bon, de toute façon, c'est pas grave, les chances seront à peu près les mêmes. Vous prenez un résultat de Wikipédia, par exemple, sur Inglourious Basterds ou Inception, et vous allez retrouver des champs comme donc durée, le genre de film, le scénario, les sociétés de prod, euh, voilà, parfois le budget. Vous allez retrouver tout un tas de choses et parfois des liens même vers les acteurs. Ces données-là, il faut à tout prix les remplir avant. Pour ce qui est des menus, qui apparaissent très souvent sur des sites de e-commerce, à ma connaissance, il n'y a rien à faire si ce n'est essayer d'avoir le meilleur positionnement possible euh, de ma page d'accueil, de mes pages catégories aussi. C'est un peu l'homogénéité des pages supérieures de l'arborescence qui vont faire que vous allez pouvoir apparaître sur ces featured snippets. Puisqu'encore une fois, Ok, c'est les pages les plus hautes de l'arborescence qui captent le plus de trafic et qui du coup ont le plus de chances d'être positionnées. ok. Et
Patrick, tu veux Ouais, rajouter, il y t'as avait des questions un sur les trucs comme ça ou pas? ouais, j'avais des j'avais des questions, mais je voulais rebondir là sur la hauteur de l'arborescence. Il y avait une histoire de ligne de flottaison aussi, ça est-ce que ça joue ça au niveau du contenu qui est au-dessus de la ligne de flottaison ou c'est complètement, dépassé, ça existe plus? Non, c'est une notion très importante du X. Après, c'est pas forcément lié à l'arborescence, puisque c'est plus à l'intérieur d'une page. Mmh. Euh, alors, du coup, les lignes de flottaison, pour la redéfinir, en fait, vous arrivez sur la page d'un site et ça désigne tout ce que vous allez voir sur votre écran sans scroller. C'est-à-dire le contenu qui est immédiatement visible une fois que la page est chargée. Donc, on est bien d'accord que c'est une notion variable selon si vous êtes Ouais, sur un avec le téléphone, responsive, ouais, un c'est clair. écran de 20 ou un écran de 50 pouces. Mmh. Donc ça fait pas mal varier la ligne de flottaison, mais bon, aujourd'hui on a quasiment tous des ordi portables 15 ou 17 pouces, donc il y a quand même des notions universelles là-dessus. Ce qu'on voit dans la ligne de flottaison, c'est très important parce que c'est un peu le contenu que l'utilisateur va pouvoir jauger pour se dire ah cette page elle est bien ou alors ben, c'est nul, je pars. C'est un peu votre première chance de convaincre Mmh. l'utilisateur nouveau qui vous connaît pas du tout, celui qu'il faut vraiment convaincre. Et en général, on dit que cette ligne de flottaison, elle doit contenir bah, forcément votre texte et puis à minima un début de contenu qui va pouvoir commencer à convaincre l'internaute. Donc je vous dis ça parce que sur certains sites, on arrive sur une page d'atterrissage qui est censée apporter une conversion, qui est censée amener vers une action, peut-être un achat ou un envoi de formulaire de contact. Et on voit un seul élément qui prend absolument toute la place sous la ligne de flottaison. Ça va être par exemple un gros bandeau photo. Vous Ah savez, comme oui, certains le sites ont héros le là. même bandeau Mmh. photo qui est répété de partout sur toutes les pages. C'est super chouette. Typiquement, on voit ça sur les sites Ou un de boîtes de carrousel. production vidéo, les agences web. Voilà, un carrousel avec un petit slider de photos. Ouais. Ça, c'est super chouette, mais il faut pas qu'il soit répété partout. Ça va avoir deux effets néfastes. Le premier au niveau du poids du site, parce que vous allez avoir beaucoup de poids lié à l'image. Et de deux, votre ligne de flottaison, elle est automatiquement reportée bah, au bas de l'écran, en fait. Il n'y aura pas forcément beaucoup de contenu parce que ce bandeau-là, il va prendre beaucoup de place. Donc, il vaut mieux essayer de l'enlever sur les pages de contenu, les pages d'atterrissage. Ces pages-là qui sont vraiment destinées à convertir, à apporter de l'info, parfois à créer des ventes, au profit de peut-être une petite image qui est vraiment en contexte avec la page, Mmh. avec le sujet de la page, et surtout un début de contenu. D'accord. Ouais, Donc après tu la notion de contextualisation, elle est vraiment importante ouais, le pour ces contenu en pages premier quoi, ouais. d'atterrissage. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, L'aspect visuel, on le met un peu de côté sur une je page comme ça. rebondis parce que tu parlais de vitesse, est-ce que tu peux confirmer qu'aujourd'hui la vitesse, du site est pris en compte par Google? Ou pas? Parce que Oui, absolument. Elle est prise en compte, il y a aucun doute là-dessus. Après, c'est pas un critère de classement non plus ah, ultra fort, je dirais. tu veux dire que Alors, si un ça, site est lent, ça peut le pénaliser, par contre si un site est rapide, ça va pas forcément mieux le classer, en fait? bah, disons que pour que ça fasse la différence, pour qu'un site soit placé devant un autre en termes de vitesse de chargement, il faut vraiment que vous ayez deux sites qui soient strictement identiques en termes de qualité SEO, genre avec la même qualité d'URL, la même qualité de positionnement mot-clé. Et il faudrait qu'il y en ait un qui charge 3 secondes plus rapide que l'autre, ça lui permettrait de passer devant. En fait, la vitesse, purement en termes de positionnement, de classement des sites, aujourd'hui, c'est un petit coup de pouce. C'est une petite pichenette qui vous permet d'avancer un peu, mais c'est pas grand-chose. OK. Là où c'est ultra, ultra important, et là pour le coup, c'est discours complètement différent, ça va être pour l'expérience de l'utilisateur. Ah oui. Mmh. Totalement, ouais. Donc là, pour une fois, il y a une grosse différence entre le rendu robot et le rendu humain. C'est très important pour l'utilisateur. Je pense que ben, du coup, on est tous des utilisateurs, donc on peut tous avoir un rapport à ce que je suis en train de vous dire. Euh, Quand on doit attendre 6 ou 7 secondes pour qu'un site charge, ben, en général, on n'attend pas. Ciao. Tu Voilà. visites pas 2 pages, quoi, en fait. Tu fais la première, après tu te casses. Ouais, Ciao. c'est ça. Et Et j'avais lu sur Internet que la limite était fixée à 3 secondes, ce qui est ouais, extrêmement dur hein, au final. Comme limite, hein. oh, ouais, enfin 3 secondes, non, enfin franchement, tu peux facilement, descendre en dessous, à moins d'avoir vraiment utilisé une technologie qui est pas du tout rapide, mais
Ouais. C'est vraiment optimisable. Hem et du coup, aujourd'hui, j'avais compris que Google, prenait l'index était basé sur le mobile, en fait, plus sur le desktop, c'est ça? Oui. Ouais, tout à fait. Donc Mmh. du coup, il faut avoir une version mobile qui soit complète, et pas d'une version mobile où on enlève des choses pour que ça rentre dans un petit écran ou des choses comme ça, en fait. Ouais, alors après, la quantité de contenu qu'on va mettre dedans, finalement, ça, c'est à chacun de voir. Ce qui est très important, c'est en effet la qualité de l'expérience mobile, parce que comme tu l'as dit, bah, aujourd'hui, Google voit tout en mobile d'abord, parce qu'il part du constat que le mobile est un peu plus restrictif en termes de taille d'écran, et parfois aussi de débit, bien que ce soit plus toujours vrai maintenant. Mmh. Du coup, en fait, voilà, il prend le critère le plus restrictif des deux pour être sûr que, ben voilà, si ça passe sur un mobile, il se dit que forcément ça passera encore mieux sur un desktop. Euh, les critères un peu classiques, je dirais, bah, c'est le premier, encore une fois, hein, c'est vitesse de chargement. C'est le truc le plus important. Euh, la taille des éléments qu'on va mettre sur une page, puisque on n'a pas la même précision avec une souris qu'avec son doigt en tactile. Des éléments qui sont trop proches, on ne pourra pas les cliquer facilement avec son doigt, par exemple. Des éléments qui soient pas trop rapprochés, de taille suffisante, des pavés de texte qui sont d'une taille limitée. Essayer d'aérer et puis peut-être essayer même de rationaliser son contenu. Euh, Finalement, des gros paragraphes de contenu, on est prêt à les digérer que sur des pages de type édito, journaux, tutoriels, vraiment page d'information pure, où on est capable de se dire, allez, je me paluche un gros paragraphe de texte parce que c'est ce que j'ai envie puisque je suis sur un journal en ligne. Mmh. Après, voilà, sur les pages type page de vente notamment, donc les pages d'atterrissage, je dis n'importe quoi, la page enceinte Bluetooth, la page catégorie enceinte Bluetooth chez Boulanger, on va avoir trois quatre lignes de texte pour le SEO, et après des produits qui vont être listés de manière verticale, avec une image à gauche, un prix à droite, ou inversement. Euh, un délai de livraison, deux trois bullet points de caractéristiques, et basta. Le reste, après, on l'obtient en cliquant dans la fiche produit. Euh, et après, une fois qu'on est dans la fiche produit, on est dans la démarche de je m'approprie le contenu. Donc c'est moi qui fais l'effort de cliquer. Donc on part du principe que là, je suis plus volontaire pour ingurgiter des quantités de contenu un peu plus élevées. Mais voilà, sur toutes les pages catégories, on a des listes de produits, par exemple. Garder le strict nécessaire. Ouais. Il OK faut être assez minimaliste sur une version mobile. et au niveau du texte, il y a un minimum de caractères, parce que j'avais entendu parler de 800 caractères, 1000 caractères, longueur de texte. Il n'y a pas un minimum prédéfini en dessous duquel vous allez être pénalisé, je dirais. Mais disons que Google, il aime bien les contenus un peu longs. Ouais, j'avais Donc, entendu il y a une blague, après, c'est un obsédé textuel, c'est ce qui se dit dans le milieu du SEO, je sais pas si c'est une petite blague, non, bon. le robot Google est un obsédé textuel. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 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 non, totalement vrai. Je l'avais jamais entendu, mais oui, Ah, c'est véridique, hein. voilà. Ouais, parce qu'en fait, il se nourrit un peu du contenu d'un site web. Du coup, il faut donner à manger à cet obsédé textuel au final. C'est vrai. Alors, pour répondre à tes questions de manière un peu pragmatique, ça dépend de quelle page on parle. Mmh. Une page d'atterrissage de site e-commerce, donc je reprends les enceintes Bluetooth chez Boulanger. Si on va la voir, il me semble que ce type de page-là, elles ont entre 2 et 3 ou 4 lignes de contenu, selon la taille de votre écran, encore une fois. Mais ça reste 2 ou 3 phrases, c'est très court. Tout OK. simplement parce que c'est pas le but de la page. On est là pour vendre, et ces quelques lignes de contenu SEO, je vous avoue que, à mon avis, les internautes, il n'y en a pas beaucoup qui le lisent. C'est surtout pour faire plaisir à Google. Voilà. Parfois, on fait des actions que pour Google, que pour l'internaute. Idem, les petits pavés de texte ou les liens qu'on va retrouver dans le footer. Ça, typiquement, c'est à portée SEO et robot à 80%, je dirais. À l'inverse, pour ce qui est une page éditoriale avec du contenu rédigé, typiquement un article de blog, un tuto, une page sur le nouvel Ops, par exemple, là, il va falloir, je dirais, avoir au minimum 500 mots.
Ouais. Je dirais au minimum 500 mots. C'est peut-être un minimum qui est très minimum, mais voilà. Aujourd'hui, il faut pas perdre de vue que pour tout ce qui est édito, Google aime les contenus longs. Ça fait partie des best practices aussi que je veux vous donner. Le contenu long et le contenu de qualité. Donc, si on a des pages d'édito, un blog ou autre, pensez à rédiger uniquement pour créer de la valeur ajoutée à sa cible. Donc, pour apporter vraiment un plus. Alors, des exemples de valeur ajoutée, c'est de l'information, du divertissement, parfois du rire, un gain d'argent, un gain de temps. Mmh. Voilà, pensez à vraiment apporter un plus à votre cible quand vous rédigez. Donc, essayez de partir de ce constat de base-là pour faire germer votre idée d'article. Et dans la mesure du possible, rédigez du long. N'hésitez pas à dépasser la barre des 1000 mots, 2000 ou 4000 si vous avez le temps ou si vous avez quelqu'un qui est capable de s'en charger. C'est assez important. Ouais, mais c'est beaucoup de taf, quoi. Enfin, là, pour le coup, 4000 mots, c'est plus le même. C'est pas un petit article, quoi. C'est beaucoup plus solide, quoi. On est sur un format un peu e-book, hein. C'est clair que ouais, ouais, ça commence à Ah faire ouais. beaucoup, 4000. J'en ai déjà Et du rédigé coup, quelques-uns, c'est chronophage. ouais, ouais. Et du coup, ces 4000 mots, toi, tu penses que c'est mieux de les mettre sur un article ou justement les chunker, enfin, tu vois, les découper en plusieurs, quoi. Toi, tu penses que c'est mieux de mettre un bon article de 4000 de 4000 mots? Parce que moi, j'aurais plutôt tendance, tu dis, oula, pop, 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 on va le découper en plusieurs pour faire plus d'articles et au final un peu plus de volume et donc couvrir plus de requêtes. Enfin, tu vois, est-ce que c'est pertinent ou pas? Alors, ça dépend en fait. Si vous avez un sujet qui est assez volumineux, assez complexe pour être traité j'ai dit 4000, hein, mais ça pourrait être 2000 mots. Si vous avez un sujet qui est assez volumineux pour être traité en 2000 mots sans se répéter, sans faire du stuffing et sans rédiger de manière désagréable, oui, c'est bien de faire un grand article. Après, rien ne vous empêche de faire, par exemple, je dis n'importe quoi, un énorme guide pilier du SEO avec un gros résumé de toutes les best practices, tous les critères de positionnement. Vous faites un gros article pilier où il y a tout dedans. Et après, à côté, par exemple, de traiter chaque point séparément, du genre l'importance du volume de liens sur une page, l'autorité d'un domaine, qu'est-ce que c'est, comment faire son maillage interne, traiter des points un peu plus spécifiques. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des agences web et des pages édito qui parlent de web. Vous avez 2 ou 3 gros articles piliers qui souvent d'ailleurs sont donnés en échange d'une adresse mail, ce qui vous permet de faire du lead magnet, c'est une technique marketing qui vous permet d'engranger un peu du contact. Et à côté de ça, vous avez plein de petits articles de 500, 1000, parfois 1005, ça commence à être un peu gros, qui eux traitent de sujets plus petits et un peu plus cloisonnés, de manière un peu plus succincte, je dirais. Donc tout dépend en fait des sujets que vous visez, du temps que vous avez à investir, mais de manière générale, Google aime bien les contenus longs. Ok. Et tu parlais de maillage interne, ça c'est hyper important. On va dire quelles sont les best practices pour faire du maillage interne aujourd'hui en 2020? Et bah le maillage interne, les meilleures pratiques, hein, ça va être de lier des pages qui sont connexes entre elles, je dirais. Euh, Donc le fameux article où vous avez aimé cet article, vous aimerez aussi celui-ci et tu donnes deux, trois articles en plus ou dans la catégorie, des produits similaires à la catégorie, des choses comme ça. ouais, c'est un exemple de maillage interne. Ouais, ouais. Ce qui est important en fait, c'est qu'il faut apporter une valeur ajoutée dans le lien. Hein, c'est toujours cette même notion pour l'internaute. Lui, il se nourrit à base de valeur ajoutée. Il faut que le lien que vous allez mettre sur une page A qui va rediriger vers une page B, il faut que l'internaute ait un intérêt à cliquer dessus, qu'il aille obtenir quelque chose parce que les deux sujets sont liés. Typiquement, sur un e-commerce, comme tu l'as dit, ça va être une vente additionnelle. Je te vends un four, ben, par exemple, à côté, je vais te vendre un set de grilles différentes ou une manique pour pas se cramer les mains quand on va chercher sa tarte. Ouais. Voilà, il faut garder un lien connexe. Et pour l'édito, c'est pareil. Quand vous faites de l'éditorial, en général, en bas d'un article, il y a écrit lire aussi. Et vous avez une liste d'articles. Il faut essayer de faire en sorte que ces articles soient dans le même thème et qu'ils puissent apporter
un peu plus de savoir à des thèmes qui sont proches finalement. Ouais, bien sûr. Et question totalement stupide parce que j'y connais pas grand-chose, mais est-ce que le temps passé sur le site va être, pris en compte, par Google sur l'indexation, enfin, tu vois, sur la prise en considération de la valeur du contenu? Je dirais que oui. Et est-ce que Google a accès à ces données d'ailleurs? Bon, ça, c'est un autre problème, mais Sachant que tous les sites sont branchés à Analytics, je pense qu'en tout cas, ils pourraient avoir accès. Je dirais que oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, Google, il rank les sites sur un facteur de popularité, entre autres. C'est pas le seul, hein, mais un des facteurs va être la popularité. ouais, mais ta popularité, elle est basée sur quoi? Sur le nombre de gars qui ont cliqué sur ton backlink ou sur le temps passé sur ton site? Ou les 2 peut-être? Et ben, c'est là où je suis pas sûr d'avoir la réponse exacte. C'est sûr et certain qu'il va mesurer le nombre de clics depuis un backlink ou depuis un maillage interne. Ça, à la limite, on s'en fiche de savoir d'où ça vient. Mais la popularité d'une page, elle est énormément liée à la quantité de gens qui vont dessus. Et je serais pas surpris de savoir qu'il y a un facteur de temps passé sur la page qui rentre aussi en compte, puisque Google, en fait, euh, il est capable de calculer le taux de rebond et il est aussi capable de calculer le temps entre deux actions. Donc, si tu arrives sur une page A et qu'après tu vas sur une page B, à partir du moment où tu vas sur la page B, il sait combien de temps tu es resté sur la page A. Donc, Ouais, je sais après, pas s'il le prend en il compte y a forcément. aussi ouais, après il y a toute la difficulté, de mesurer, un taux de rebond, enfin un bon taux de rebond, quoi. Tu vois, sur un moteur de recherche, un taux de rebond élevé, c'est plutôt bon signe. Sur un site d'articles avec un blog, un taux de rebond très élevé, bah, c'est pas bon. Ça veut dire que le mec, il est pas resté sur ton site, quoi. Donc, ça, c'est toute la problématique du taux de rebond, quoi. Mais ouais, Voilà. donc pour toi, tu penses que le temps passé sur le site est un facteur? Je pense que ça en fait partie. Après, est-ce que Google le mesure? Ça, honnêtement, je le sais pas du tout. En fait, c'est un facteur indirect pour moi parce que si vous avez des gens qui restent longtemps sur votre site, ils vont forcément aller sur plus de pages, ils vont forcément accrocher avec le contenu qu'il y a dessus. Donc, Ouais, ok. imaginons que Google ne puisse pas le mesurer directement. Le fait que les gens restent longtemps sur votre site sera plein d'incidences positives de toute façon sur le SEO. Ouais, parce qu'il a cliqué sur plusieurs liens, donc ok. Parce qu'il a accroché C'est... sur le contenu, parce que voilà, de toute façon, un internaute qui reste longtemps sur un site, la plupart du temps, il trouve une réponse, il est satisfait, et peut-être qu'il reviendra. Donc voilà, ça aura forcément un cercle vertueux pour le SEO, c'est sûr. Et juste pour Ok. rebondir sur ce qu'on s'est dit par rapport au taux de rebond, qui est un autre sujet assez important du SEO, je pense, plutôt dans la partie analytics, du coup, on est moins dans la partie dev. Le taux de rebond, en fait, autant c'est facile de le mesurer parce qu'aujourd'hui on a plein d'outils, notamment Analytics, qui nous donnent ces chiffres-là. Autant c'est plus dur de l'interpréter. Comme dans toute étude statistique, un chiffre il veut rien dire en tant que tel, il faut arriver à mettre des mots derrière souvent. Et le taux de rebond sur un article, il est un taux de rebond élevé sur un article, c'est pas si mauvais que ça, puisque souvent l'article il a pour unique but d'être lu. Et son but second, ça va être peut-être de desservir d'autres pages qui sont plus importantes, ça va être de créer des ventes ou des formulaires de contact, mais ça, c'est un but qui est second, on va dire. L'article, sa base, la meilleure mission qu'il puisse accomplir, c'est d'être lu jusqu'au bout, peut-être avec un petit peu d'intérêt ou de passion, j'en sais rien. Mais voilà, le fait de cliquer ailleurs et de se balader sur le site, c'est un but qui est second, qui est quand même très important. Mais l'article, il sert à ramener du trafic et il sert à ce que peut-être 5% ou 10% de ce trafic qui arrive sur l'article aille après dans des pages plus profondes du site, peut-être pour acheter un produit, lire un autre article, ou voilà. Et en fait, c'est seulement ces 5 ou 10% de trafic qui vont rentrer dans le taux de rebond, qui vont, pardon, excuse-moi, qui vont ne pas rentrer dans le taux de rebond, puisqu'ils ont cliqué quelque part, ils ont continué leur visite sur le site. Et là, à ce moment, Analytics réalise que, ah oui, ils sont encore sur le site en fait. Pour, euh, pour rappel, Analytics, il sait uniquement mesurer la distance entre deux actions. Donc si par exemple vous arrivez sur le site, vous lisez un article, vous êtes passionné, vous êtes absolument pris par ce que dit l'article, pour vous c'est une réussite,
et après vous partez du site, vous finissez quand même dans les taux de rebond, parce que Analytics n'a pas pu mesurer une deuxième action suite à votre arrivée sur le site. Hmm. Ok. Alors pourtant, l'article a quand même fait un job plutôt raisonnable, plutôt bien. Ouais, faut faire un lien avec le temps passé sur le site en fait. Tu vois, ça peut te dire. Parce que si tu as un taux de rebond important, mais que le temps passé sur le site est important, ça veut dire que la personne a lu l'article, mais après elle est partie. Après, ouais. C'est des chiffres, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. Après, si par exemple tu lis l'article et que tu fermes ta page ou tu vas sur un autre site, euh, dans le cas où il n'y a pas de deuxième action sur ton site, Analytics n'est pas capable de donner le temps resté Ah, d'accord. sur ton site. Ah, donc tu peux pas Il savoir. sait Ok. uniquement dire le temps entre une action A et une action B, mais sur mon site uniquement. Donc il D'accord. faudrait que le mec lise l'article et qu'après il parte pour se dire, voilà, là il est resté 3 minutes sur mon article et après il est parti acheter tel produit sur telle page. Donc, Ok. ce genre de scénario-là, ça représente généralement quelques pourcentages de tous les internautes qui arrivent sur un article. C'est très faible. Ok. Ok. Et quid des images? Indexation des images, important, pas important, toutes les balises qu'il y a autour des images. Est-ce que ça a un vrai impact ou pas tant? Bah oui, c'est quand même important. C'est quand même important au final parce que on va dire que le moteur de recherche, de ce que j'en sais à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas capable de totalement voir une image comme un humain. Je crois qu'il y a eu des progrès un peu significatifs, mais c'est peut-être pas encore totalement opérationnel. Du coup, c'est les balises de l'image qui vont permettre à Google de savoir rapidement, en tout cas, ce que raconte l'image. Du coup, cette balise Ok. d'image, en fait, elle a quand même une importance qui est clé. Et puis, pas que pour les robots, parce que l'image, elle va aussi apparaître. Pardon, si je prends la balise Alt, par exemple, elle va apparaître pour les malvoyants qui ont des paramètres spécifiques dans leur navigateur. Donc, ça a aussi une notion d'accessibilité. Et elle va aussi apparaître en cas de problème de chargement. Imaginons que pour X raisons, vous ayez certaines images du site qui n'apparaissent pas. Vous avez la petite image cassée. Du coup, c'est la balise Alt qui prend le relais dans ces moments-là. Bon, sauf qu'en pratique, quand on n'a pas les images d'un site, on recharge ou alors on quitte. Mais voilà, la balise Alt, elle a aussi cet intérêt-là. Ok. Donc pour les balises les plus importantes, pour moi, c'est Alt. Après, vous avez titre d'image, la légende et la description d'image. À savoir que les deux dernières, légende et description d'image, elles vont apparaître sur le contenu en général, donc sur la page. Et ouais, il faut essayer de décrire l'image de manière assez sommaire, sans trop se prendre la tête, je dirais, en quelques mots qui permettent d'avoir une idée. Voilà, personne qui se balade en forêt avec du soleil, et voilà. Faut pas. Ouais. Par contre, ouais, le fait d'avoir un poids assez fort de l'image en termes de volume, ça va pénaliser l'expérience utilisateur, mais ça va pas pénaliser le référencement. On revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en fait, on optimise une fois de plus pour l'utilisateur, quoi. C'est ça. Bah, je dis ça, mais Ouais. il faut pas non plus que votre site ait un délai de chargement horrible, parce que si par exemple votre site il met plus de 7 ou 8 secondes à se charger, les internautes vont être découragés avant le chargement. Du coup, vous n'allez pas avoir de trafic, vous n'allez pas avoir de popularité, et du coup, votre SEO sera au final mauvais. Donc, Ok. il n'y a jamais une séparation totalement intègre entre ce que voit l'internaute et ce que voit le robot, hein. Ça finit toujours par retomber dans le même vase. Mais c'est vrai qu'en termes de ranking pur et dur, la vitesse de chargement d'un site a un impact plutôt modéré. Ok. Et tu parles de ranking. Est-ce qu'il y a des outils qui sont vraiment pratiques et faciles à utiliser? Parce que souvent, on tombe sur des trucs qui sont un peu usine à gaz, où en fait, la- le, ouais, le fait de rentrer dans le logiciel, de vraiment se mettre dedans, enfin, tu es obligé d'être pas expert, mais d'être assez calé. Toi, peut-être que tu utilises en tant que pro où tu fais que ça, donc tu as peut-être des logiciels un peu poussés.
pour quelqu'un, on va dire, pour des devs classiques qui veulent juste avoir un niveau de SEO, on va dire le minimum, parce qu'aujourd'hui on est rentré dans l'ère de l'hyper spécialisation et comme on l'a vu, c'est de plus en plus complexe. Donc c'est difficile d'être à la fois technicien et rédacteur de contenu, tout ça, pour, on va dire, garder le minimum de, de de qualité. En clair, qu'est-ce qu'on a à notre service en termes d'outils assez user-friendly, facile, gratuit, payant, je sais pas, mais on va dire des outils faciles à utiliser. Bah là, il y en a peut-être trois qui me viennent à l'esprit. Un outil pour savoir comment est le positionnement de son site sur un ensemble de mots-clés qu'on a. Ça va être Google Search Console, qui a l'avantage d'être l'outil officiel un peu de tracking des positions, parce que il permet de savoir, par exemple, que mon site web, il est positionné sur tel mot-clé, que ce mot-clé-là, il va générer tant de trafic pour mon site. Mais aussi de savoir que sa position a évolué, par exemple qu'en 2 mois, j'ai gagné beaucoup de place là sur ce terme. Ça va être l'outil parfait, je dirais, pour traquer le positionnement de manière vraiment synthétique et efficace. Donc comprenez, sans trop se prendre la tête. C'est pas un outil qui est non plus extrêmement pointu, mais il a le mérite de donner des infos faciles à lire et synthétiques. Donc pour rappel, c'est Google Search Console. Il est gratuit et il s'installe donc sur votre site et il peut vous donner des informations que sur votre site. Donc pour ce qui est de la mise en place, ça je vous laisserai consulter les tutos, c'est très bien documenté en ligne comme souvent pour Google. Après, il y a le classico Google Analytics, très connu et qui comporte pas mal d'informations. Il est assez simple à utiliser, mais il y a une quantité de menus qui est quand même assez grande. Pour quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête, Google Analytics, il aura l'intérêt suivant, ça va être de mesurer le trafic. Donc pour moi, en SEO, si on doit vraiment rationaliser les choses, il y a deux gros indicateurs qui sont ultra importants. C'est en quelle position mon site est placé sur cette requête, sur ce mot-clé, et combien de trafic j'ai obtenu, par exemple, ce mois-là par rapport au mois dernier, ou sur une autre fenêtre de temps. Et Google Analytics permet de répondre à cette dernière question. Il a donc un graphique qui est très complet et qui est hyper lisible, qui est dans le menu audience. Pour ceux et celles qui l'ont déjà installé, allez voir dans le menu audience de votre site. Et en haut, vous avez une petite fenêtre qui s'appelle tous les utilisateurs. Et si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de choisir le type de trafic à analyser. Et c'est là où ça devient intéressant parce que vous savez qu'il y a plusieurs provenances de trafic. Un internaute qui arrive sur votre site, il peut arriver sur votre site parce qu'il a cliqué sur un lien AdWords, parce qu'il vous a en marque-page, parce qu'il a vu votre site sur une requête naturelle, de positionnement naturel. Et en fait, grâce à Analytics, il est possible d'isoler le trafic qui a été généré par les résultats naturels. Et ça, en fait, c'est un retour direct sur les performances SEO de votre site. Donc ça permet d'avoir un petit peu le retour de performance sur votre travail ou pas. Sur tout ce qui est recherche, on va dire organique, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Si je tape Ok. comment faire ma vidange de Clio, si mon site apparaît et si on clique dessus, il ira dans la case trafic généré par les résultats naturels. Ouais, après, il y a de plus en plus de trucs où c'est marqué direct. Et en fait, là, c'est un peu boîte noire, quoi. Ouais, le direct, c'est le fourre-tout d'Analytics et c'est bien que tu en Ouais, parles. il devient de plus en plus fort, quand même, le direct, non? Il devient de plus en plus fort Enfin, et le problème en fait c'est que c'est pas réellement le direct qui devient fort, c'est que Analytics est de moins en moins capable de traquer les mouvements des internautes à cause du RGPD et de tout le buzz qu'il y a eu autour des cookies. Ça, je pense que ok. personne n'est passé à côté de ça. Il y a eu un gros buzz autour du consentement des internautes à accepter les cookies, c'est-à-dire qu'avant vous arriviez sur un site et on vous disait le site utilise des cookies, on va traquer ce que vous faites.
Donc, vous imaginez bien que point de vue RGPD, ça va pas se passer comme ça. Il y a eu pas mal de remaniements et maintenant, en fait, le site vous dit, le site utilise des cookies. Est-ce que vous êtes d'accord pour les utiliser ou pas? Si vous cliquez sur Oui, non, non. on peut pas vous traquer. Ou alors, on peut vous traquer, on peut pas traquer votre provenance en tout cas. On peut savoir un peu où vous allez sur le site, mais ça bride quand même pas mal la quantité d'informations qu'Analytics est capable d'obtenir. Et du Ok, coup, quand on peut pas connaître votre provenance, Analytics vous met dans la case direct. ok. Donc c'est pour ça. Voilà. Ok, clair. Et peut-être un dernier outil, et après je te redonne la parole si tu as d'autres questions avec plaisir. Et ça va être tous les outils de tracking, en fait, qui permettent de traquer d'autres sites. Puisque là, Analytics et Google Search Console, ils sont bien, mais ce sont des outils qui sont propres à votre site. Ils vous permettent que de faire de l'analyse de vous-même, en gros. Il y a tous les dashboards payants. euh, pour en citer quelques-uns, parmi les plus connus, il y a Yuda, SEMrush, Keyword Finder, qui vous permettent en fait d'analyser d'autres sites. Et eux, ils sont ultra intéressants parce qu'en gros, ils vont vous permettre de dire, tiens, le site de mon concurrent, il est positionné sur tel mot-clé, ça lui rapporte énormément de trafic. Est-ce que je devrais pas faire pareil? Ou alors, il va vous permettre, par exemple, de voir quelle page draine le plus de trafic. Donc, ils permettent d'analyser d'autres sites. Et généralement, ces outils-là, ils ont aussi une deuxième fonction qui permet de suggérer des mots-clés. Donc, on a vu que tout à l'heure, il fallait se poser un peu sur quels mots-clés on va mettre dans une page avant de commencer à écrire son titre, par exemple. Typiquement, euh, vous pouvez, grâce à ces outils, taper un mot-clé que vous avez imaginé vous-même avec votre jugement. Et un outil comme Yuda ou SEMrush, il va vous donner plein d'autres synonymes. Et surtout, info très intéressante, il va vous dire ce synonyme-là, il a un très fort volume de recherche. Si tu te positionnes dessus, tu auras forcément une grosse part de recherche, d'intention de recherche et de visite à prendre. Alors qu'à l'inverse, ce mot-là auquel tu pensais au début, bah, il est peut-être pas si bien parce que il est utilisé par beaucoup moins de gens et en plus, il est très concurrentiel parce qu'il y a plein de sites web qui sont positionnés dessus. Ouais, ok. Mais les outils là que tu as cités, là, Yoda, tout ça, ils ont le positionnement de tes concurrents et ils connaissent le trafic, en fait, des mots-clés, enfin des positions. C'est ça que tu... Ouais, Et comment ils font ça? exactement. Comment ils arrivent à savoir le trafic généré par des, des résultats, en fait? Euh, C'est... tiens, c'est une très bonne question. Ouais, c'est... je suis curieux. Je suis assez étonné, en Après, fait. après c'est peut-être pas, c'est peut-être des estimations, Ouais, quoi. ce que... ouais, Ouais, ça. c'est d'ailleurs en comparant les résultats si on analyse son propre site, du coup on peut comparer aussi avec Analytics, puisqu'on a accès aux résultats Analytics de son site. Hmm, Analytics, il l'analyse, alors que SEMrush, Yuda et compagnie, eux, ils estiment en fonction de plein de paramètres que d'accord. je connais pas. Je vais pas vous mentir, j'ai pas exactement les infos, les sources d'infos de ces outils-là. Il n'empêche qu'ils marchent vraiment parce qu'on peut quand même recouper pas mal d'infos de ce qui est donné. Hmm. Et c'est super. Et c'est plutôt fiable ou il faut en fait pondérer un peu les chiffres que tu as. Tu dis, ouais, c'est une fourchette à 20%, tu as, peut-être 20% de marge de juste ou faux ou tout ça, tu vois. Est-ce que est-ce qu'il y a une fourchette ou au final c'est plutôt précis? Il y a, il y a une fourchette qui est plus précise que ça, hein. Je pense à la louche, je dirais entre 5 et 10% de marge d'erreur. C'est des outils qui sont quand même assez performants, hein. Waouh, c'est super faible. Ouais, non, c'est pas mal, hein. Si on est que à 10%, admettons, c'est quand même très bien. En fait, Ah ouais. du coup, par exemple, si vous rentrez un site web dans Yuda, il va vous dire, par exemple, la page qui est positionnée en premier, sur quel mot-clé, le volume de recherche total qu'il y a derrière ce mot-clé, et sur ce volume total, combien est-ce que la page permet de capter en trafic. Donc, il vous sort une batterie d'informations incroyable. Euh, je vous cache pas qu'après ces outils, pour la plupart, ils sont payants et ils Ok. fonctionnent tous sur un modèle freemium. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez, vous allez pouvoir avoir accès à 20% des résultats. Donc vous aurez toutes les fonctions, mais il y aura que 20% de la quantité d'informations, on va dire. Ok.
Donc ça peut vous permettre de les prendre en main et puis si vous en avez le besoin, peut-être de passer en mode premium sur un de ces outils une fois que vous savez lequel est le mieux pour vous. Donc pour vous citer les dashboards qui permettent d'analyser un peu le web à l'extérieur, il y a Yuda Insights. Moi, ça va être mon préféré, c'est celui que j'utilise. Keyword.io, Uber Suggest et Keyword Finder, qui sont peut-être les quatre principaux qui me viennent à l'esprit rapidement. Donc, Bah, de toute façon, on mettra tout dans les Mm. liens. Enfin, on mettra tous les liens dans la note de l'épisode, ouais, carrément. ouais, carrément. Carrément. Ça marche. Ok. Ça On marche. peut, il y a, Ben il y ouais. a, il y Ouais, a, vas-y. il y a aussi Vas-y, un Patrick. critère auquel on n'a pas encore parlé, c'est les backlinks, en fait, les liens externes. Et comment, aujourd'hui, en 2020, on arrive à avoir des liens externes qui viennent d'autres sites? C'est quelque chose qui devient difficile. C'est quelque chose qui peut être difficile. Après, je dirais que c'est surtout chronophage, en fait. C'est pas si dur que ça au final. Euh, les backlinks, aujourd'hui, c'est déjà pour resituer un peu l'importance des backlinks. Tout à l'heure, je vous disais que le choix des mots-clés, c'était le critère number one. Je pense que les backlinks, ça va être peut-être le critère number two. Ou en tout cas, il est très important, il est sur le podium. C'est très important parce qu'en fait, voilà, un lien qui pointe vers votre site, grosso modo, ça signifie ce site est bien. Moi, je dis que le contenu de ce site est bien, du coup, j'envoie un lien vers ce site-là. Donc, c'est un vote en termes de popularité. Ça vous donne du trafic, donc c'est quand même vachement important. Mm. Du coup, bah, les bonnes pratiques là pour obtenir des backlinks. Donc, pour rappel, un backlink, c'est un site externe qui va mettre un lien qui pointe vers vous. Donc, c'est pas quelque chose que vous contrôlez. C'est pour ça que c'est important et que c'est difficile. Donc, pour arriver à obtenir des backlinks, la technique, je dirais, artisanale, ça va être de contacter les gens. Je dis technique artisanale parce que elle est chronophage, mais elle est aussi de très bonne qualité. Donc, vous avez un site, par exemple, je sais pas moi, qui vend des légumes, par exemple. Euh, Vous allez appeler, par exemple, un site qui vend des graines, ou Mm. alors un site qui vend, je sais pas, des fruits, ou voilà, quelque chose qui est connexe, qui se rapproche un peu de ce que vous faites. Vous allez appeler ce gars-là et lui dire, bah salut, mon site il fait ça. On a une cible qui est un peu commune finalement. Je pense que ta cible et ma cible, elles se recoupent un peu. Ce serait pas mal que tu fasses un lien vers mon site. Et du coup, bah moi, en échange, je ferai peut-être un article sur ton site, ou alors je ferai un lien vers ton site. Généralement, si vous présentez bien les choses, il y a de bonnes chances pour que la personne accepte si vous lui proposez une partie qui lui est profitable. Mm. Et bon, l'avantage de ça, c'est que vous allez choisir le site, vous allez travailler un lien qui va être super qualitatif et qui va être volontaire des deux parties. Donc, si vous arrivez je sais pas moi, travailler 3 ou 4 liens par mois uniquement, comme ça, de manière totalement manuelle, vous allez avoir des bénéfices SEO qui vont être vraiment bons et qui vont être stables surtout, qui vont pas varier avec le temps. Donc c'est pour ça que c'est la technique un peu la plus quali. Après, Après, nous, on est des devs, on est des ninjas et on veut automatiser le truc On va spammer au les gens. maximum. Euh, et du coup, c'est quoi l'autre technique moins artisanale, un peu plus hardcore? bah, pour automatiser, je dirais que la technique après c'est les annuaires. C'est une technique qui jusqu'à présent fonctionne à peu près. Ça existe encore, les Mais c'est annuaires? pas non plus. Ouais, 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 je suis même super surpris que ça existe encore d'ailleurs. ouais, ouais, ça existe encore. C'est une technique qui, bon, je suis pas super fan des annuaires, pour être honnête. Euh, mais voilà, si c'est travaillé avec des bonnes thématiques et des façons de faire, je dirais, voilà, vraiment travailler par thématique, par cocon de thématique, pourquoi pas. Après, encore une fois, c'est pas une technique que je recommande. Pour automatiser de la création de liens vers l'extérieur, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de façon rapide de le faire. Au meilleur, vous allez demander à des rédacs, pour vous les devs, vous allez demander à des rédacs de créer des articles sur des thèmes que vous avez vous-même choisis, avec Ok. des articles un peu soit polémiques, soit sur des sujets tendances, soit sur des sujets qui sont très très demandés.
Et en fait, voilà, vous faites rédiger des articles, et si l'article est effectivement beaucoup recherché, il va y avoir de la création de backlink qui est naturelle, qui se fera sans votre intervention. Ok. Et je pense à voix haute, hein, mais est-ce que on a notre site principal, d'accord? Et on vient de créer tout autour de ce site des petits sites internet, tu vois, mais qui n'ont pas la même URL, qui n'ont pas le même nom de domaine, mais qui pointent tout vers mon site principal. En clair, tu vois, je viens de développer un peu des sites satellites, on pourrait dire, qui pointent vers mon site principal. Ça, c'est bien, c'est mal, ça se tente, c'est une bonne stratégie ou pas tant? Sur le papier, En- je pense que ça fonctionne. Après, Ok, sur le papier, quoi. Après, tu vois, en fait, c'est l'idée, c'est de pas de faker en fait des backlinks, mais c'est de contrôler les backlinks Hmm, que tu as qui pointent vers ton site principal. ouais. Et du coup, ça se tient en théorie, quoi. Ça se tient en théorie, même en pratique, ça peut fonctionner. Après, les limites du système, moi j'en vois une déjà. On est d'accord que tu vas prendre un site principal sur lequel tu veux concentrer le trafic, et des sites satellites qui vont être un peu moins importants par définition. Le Oui, premier problème que tu vas avoir avec ça, c'est que si tes sites satellites sont moins importants, ils ont moins de jus à donner en fait. Le backlink, hein, c'est toute une histoire de juice link. En gros, il faut que tu aies un site qui ait un petit peu de trafic à envoyer pour que ton backlink soit bénéfique. Donc il faut que ton ok, site ait lui-même de la popularité à donner. Si c'est un mini-site et qu'il n'a pas de popularité à donner, ça va marcher, mais à, disons, de manière un peu moins efficace. C'est toujours bon, mais tu auras beaucoup moins de bénéfices. Je pense que... ok. Et faire des sites annexes sur des catégories ultra spécifiques pour en fait percer une niche et pour positionner ton site principal qui lui est généraliste. Tu vois, en fait, tu te positionnes sur Café Amérique du Sud, tu vois, et tu renvoies tout ton trafic vers ton site de café général. Et après, tu as un autre site satellite qui fait Café Asie, par exemple, et qui renvoie tout ton trafic vers ton site de café général. Ça, en théorie, ça se tient, mais comme tu dis, ouais, c'est cette histoire de juice qui est pas super pertinente, quoi. Et surtout qu'avec l'exemple que tu viens de me donner, je reviens sur mon histoire d'entonnoir, avec en haut les requêtes très génériques et Ouais, en bas les requêtes très spécifiques. Euh, L'entonnoir, on le prend toujours dans le sens descendant. Donc ta technique me donne une idée. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut que tu aies un site générique qui soit peut-être plus conséquent, plus gros, qui envoie un peu de trafic vers des marchés de niche. Ça doit être fait dans ce sens-là, parce que si tu es amateur de café colombien équitable, et que tu as un site qui parle uniquement de ça, il n'y a pas de raison que tu finisses sur le site de Carrefour à acheter du café grand-mère. Ça, il n'y a aucune raison que ça se passe dans cet ordre-là, normalement. ok. Du coup, ton idée après est super bonne. Je pense qu'il faut la travailler dans le sens de l'entonnoir en allant vers le bas et les requêtes plus spécifiques. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est une pratique qui est quand même pas mal utilisée. Et au final, il y a beaucoup de sites web qui font ça. Et pour te Ok, rassurer sur un dernier point, un site web qui traite d'un sujet générique, naturellement, il aura beaucoup de trafic. d'accord. Ça, on va dire, c'est les us et coutumes. En fait, c'est l'historique qui nous dit que les sites généralistes ont plus de trafic que les sites spécifiques, c'est ça? Ouais, exactement. Dans Ok, les volumes de recherche, en fait, plus une requête a de mots-clés, moins elle draine du trafic. Mais par contre, le trafic va être plus qualifié. Donc un mec qui tape café en grain arabica, ça commence à faire déjà quelques mots, donc ça commence à être une requête longue. Il y aura beaucoup moins d'utilisateurs qui vont la taper, cette requête-là. Par contre, on est sûr qu'ils cherchent exactement du café en grain arabica. ok. Ouais, non, mais ça se tient, quoi. Ça se tient. Yes, parfait. Ok. Ça, ouais, c'est super clair. Ouais, écoute, enfin, moi j'avais trois quatre questions sur lesquelles t'as bien répondu. Je sais pas si t'as encore des questions, Patrick, toi? Non, plus trop. On peut peut-être finir sur les best practices SEO en 2020 pour terminer l'épisode. Qu'est-ce qu'il faut faire Ouais, cette année?
pour, voilà, pour bien positionner? Ouais, ouais, carrément. Euh, Bah déjà, une petite best practice all times, je dirais, c'est travailler bien vos arborescences avant. Posez-vous bien à savoir avoir une page qui parle de un type de produit avec une cible, de pas les regrouper, de pas regrouper deux cibles en même temps. Ou alors à l'inverse, de pas avoir deux pages qui parlent d'une même cible. Essayez d'identifier les besoins avant et ça vous permettra de clarifier votre arborescence. Et Mmh. ensuite, après, pour les best practices, je dirais de 2020, euh, il y a un truc dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les sites web optimisés pour la recherche vocale. Finalement, c'est beaucoup utilisé en mobile, naturellement, et de plus en plus aussi en desktop, ou alors avec les assistants connectés du type Amazon Alexa et Mmh. compagnie. Euh, donc, ça devient de plus en plus important d'avoir des modules de recherche vocale qui permettent de lier des contenus. Donc, un site web maintenant qui est équipé de ce genre de module-là, où on va dire une recherche vocalement et il va être capable de pointer vers les articles ou vers les pages correspondantes. C'est un site web qui va prendre un petit peu des points d'avance pour le futur. Parce que c'est pas encore un critère important maintenant, mais c'est en train de pas mal monter et il est pressenti, il est à peu près assuré que ça va devenir un critère important maintenant. D'accord. Mais comment tu optimises un site web pour la recherche vocale? Parce que ça, justement, je jamais trop entendu parler, de ce système-là. Et ben, ça passe principalement par un site web déjà qui a un module de compréhension vocale, en fait. Au même titre que sur Google Maps, par exemple, tu vas Mmh. pouvoir lui donner une requête vocale. Donc, Google Maps est équipé, par exemple, d'un petit moteur de compréhension vocale qui va pouvoir interpréter ce que tu dis et aller chercher dans son index d'adresse ou de contenu pour te pointer vers le bon. D'accord. Donc, on a tous des moteurs de recherche sur nos sites aujourd'hui qui sont capables de faire ça, mais sauf qu'ils fonctionnent avec des requêtes clavier. Euh, Aujourd'hui, il faut juste intégrer un moteur de recherche vocale qui soit capable de comprendre une voix. Donc, je sais que Google a le sien. Alors, à voir après s'il est facile de l'obtenir et si c'est gratuit. Mais voilà, l'idée, c'est d'intégrer ce genre de, de moteur-là dans son site pour faciliter la recherche vocale et surtout de mettre en place dans l'expérience utilisateur, de mettre en place un système, alors typiquement une pop-up par exemple, qui puisse permettre de mettre en avant la recherche vocale. Dites-nous ce que vous recherchez, on clique sur le bouton micro et on peut parler et tout de suite on arrive à trouver le contenu nécessaire. Ça peut être D'accord. une mise en avant un peu comme ça. Euh, D'accord. Et Après, je pense, tu penses que les usages vont partir sur, la recherche comme ça? Les gens vont arriver sur le site, ils vont parler pour faire une recherche et ça va le c'est la tendance qui est pour l'avenir, quoi. c'est déjà de plus en plus le cas et en fait on le remarque beaucoup parce que sur Google, qui est déjà vocal friendly depuis un moment, euh, bah, en fait, on l'utilise de plus en plus. Sur toutes les applis Google, hein, d'ailleurs, que vous soyez sur Maps, sur la Google Search, même sur desktop aujourd'hui, c'est hyper facile de faire une recherche vocale. Et on sait que par plusieurs influenceurs SEO, il y a eu plusieurs fuites, plusieurs informations, plus ou moins volontaires dans ce sens-là, qui disent que bah, aujourd'hui, voilà, la recherche vocale, ça va être un sujet quand même assez important dans les 5 années à venir, a priori. Après, ça se tient quand on voit sur la dernière keynote d'Apple, là, où justement le module Siri prend de plus en plus de place. Donc après, sur le côté bien ou pas, ça c'est un autre débat, mais force est de constater qu'il y a quand même une tendance de plus en plus à utiliser ces assistants vocaux. Et le gros potentiel que je vois, c'est que quand tu fais ta recherche et tu balances une requête en vocal, il n'y a pas le choix, il n'y a pas l'index avec pas 1, 2, 3, 4, 5. La plupart du temps, il te donne un choix. Et donc, si tu arrives à te positionner là-dessus, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, 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 c'est clair. C'est encore du coup la problématique de la position zéro finalement.
Ouais, c'est que tu te positionnes directement, en mode, enfin tu trustes, la réponse quoi, enfin le positionnement, Ouais. il est trusté quoi, parce que dans ton Google Maps, il va te sortir, directement ton résultat quoi. Mmh. Donc ouais, après, c'est en tout cas pour toi, c'est une tendance sur lequel il faut se pencher, on va dire, spécifique aussi à ton business quoi. Si, tu vois, si je vends, des, panneaux acoustiques, je pense pas que ça soit intéressant de me positionner sur de la recherche vocale. Par contre, ouais, je fais du fast-food, dans mon quartier ou, j'ai un fast-food dans ma ville, bon, bah, choper un burger, à Annecy ou un burger à Chambéry, peut-être que ça peut être intéressant de se positionner sur de la recherche vocale. Je sais pas, hein, je pense que c'est les us et coutumes qui vont faire, Ouais, la pertinence ou pas, quoi. tout à fait. Et puis bon, bah, comme toutes les tendances qui sont un peu émergentes, je pense qu'elles vont d'abord s'appliquer en fait aux sites les plus mainstream, les plus gros. Donc Ouais. c'est vrai que pour tous les domaines de niche, c'est pas encore. Peut-être que c'est pas du tout un sujet d'actualité. Là, c'est difficile à évaluer, mais En tout cas, toi, tu vois une tendance là-dessus, quoi. ouais, ouais. Ça part là-dessus. C'est même pas un son de OK. cloche, ça commence à être assez affirmé. Après, ce qui est plus difficile de dire, c'est combien de temps ça va prendre, à quel point c'est une urgence. Ça, c'est des questions un peu plus complexes. Ouais, c'est plus mystique. Yes. Et bah, écoute, ouais, moi je trouve ça super, super clair. On a brossé, beaucoup, beaucoup de sujets. Après, enfin, je pense qu'on pourrait en parler, encore bien plus longtemps. À un moment donné, il faut aussi qu'on cut l'émission. Bah, écoute, ouais, si tu veux rajouter, quelque chose, Patrick, je sais pas? Écoute, je sais pas, et tu fini la liste des best practice, Nico, Bon, ou elle est jamais finie, Patrick. elle est jamais finie? Ouais, ça s'arrête jamais, en fait. Ah, je pense qu'on a vu les points principaux. Après, les classiques, hein, bien rédiger ses métadonnées pour avoir une bonne image vue de l'extérieur, le HTTPS forcément. Euh, Aller plus vers le contenu long, avoir une expérience mobile qui est au top. Ça, c'est pas que 2020, pour être honnête. OK. C'est plus vieux que ça. Et puis ouais, user first quoi, avant tout pour les humains. Enfin, si tu m'accordes à résumer en une phrase, c'est quand même faire un truc pour les humains quoi. Ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de plus transversal dans tout le SEO, je pense. Ouais. Ouais, c'est arrêter de faire de l'optimisation pour les machines, vous parlez d'abord à des humains et du coup aller en ce sens-là quoi. Mettre un petit peu d'humanité dans le SEO quoi. Tout à fait, exactement. Ouais, c'est magnifique. Très bien. C'est beau, c'est le mot de la fin. Yes. C'est vrai. C'est vrai. Yes. Bon, et bah écoutez, merci à vous deux pour cette émission, et puis bah on en reste là. Ouais, ça roule. Ouais, ça marche. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, à plus. Merci Pat, merci Alex. À bientôt. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.